Frontières, votre média d'enquête. Présent sur le terrain. Vous propose des enquêtes exclusives. Là où d'autres médias préfèrent rester silencieux. Le tout à retrouver dans nos magazines. Et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. Abonnez-vous à Frontières. Tous, bienvenue dans 100% Frontières. Bonjour Éric Tegner. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. On va évidemment, ne vous inquiétez pas, débriefer le résultat des municipales. Autour de nous, Jules Torres, Hélène Rouet, Julien Audoul, député Rassemblement National. Bonjour à vous. Georges Fenech, Amine Elbaï. Bonjour. On va parler de Roubaix avec vous. Vous êtes vous-même roubaisien et vous avez lutté contre la montée de l'islam politique à Roubaix. La France Insoumise l'a emporté hier. Y a-t-il un lien? Vous allez me le dire dans un instant. Et puis Christelle Niasme, vous aussi, vous avez lutté contre la France Insoumise et Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. Donc vous êtes la maire LR. Bonjour à vous. Il se trouve donc effectivement, vous l'avez suivi chez Pascal Praud, que ce matin, la France a perdu l'un de ses anciens premiers ministres, Lionel Jospin. Et la question qu'on va se poser, c'est que sa disparition arrive avec l'avènement de la Nouvelle-France, à Roubaix, à Saint-Denis, à La Courneuve, à Creil. C'est un maire, la France Insoumise, qui l'a remporté hier. Et je cite Creil à dessein, Éric Tegner, puisque Creil est la ville où les tests contre la République ont commencé de la part de l'islam politique, avec, évidemment, on se souvient de ces jeunes filles qui voulaient aller voiler à l'école. Et il y a un proviseur qui s'y est opposé, qui s'était d'ailleurs présenté aux élections ensuite. Et face à cela, un ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Lionel Jospin, qui avait dit quelque part « débrouillez-vous ». Et puis c'est Lionel Jospin aussi qui avait fait la gauche plurielle, qui est un peu l'ancêtre aujourd'hui de la NUPES, du nouveau Front Populaire ou des alliances qu'on a vues, les fameux accords techniques dans certaines municipalités entre la France Insoumise et le PS et les écolos. Oui, c'est vrai Gauthier qu'au-delà de l'hommage républicain dû à un ancien Premier ministre, c'est vrai que le bilan de Lionel Jospin en fait nous amène malheureusement à aujourd'hui, c'est-à-dire à 2026. C'est-à-dire qu'à l'époque déjà, il avait semé les graines de ce que la gauche est finalement devenue lors de ces élections municipales. En effet, vous l'avez dit, il était ministre de l'Éducation nationale lorsqu'il a lâché les proviseurs, lorsqu'il leur a dit, plutôt que de partir sur une grande loi qui véritablement donnait les moyens à l'Éducation nationale de lutter contre le port du voile à l'école, lorsqu'il a dit finalement que ça allait être du cas par cas, que c'était aux professeurs de se débrouiller et qu'il les a mis dans la panade en faisant ce genre de choses. On peut penser évidemment aux 35 heures, pendant que tous les pays européens ont réussi à faire le virage du 21e siècle, on était dans une véritable période de croissance. C'est vrai que c'est le moment où Lionel Jospin a choisi de redistribuer. Et on se rappelle évidemment 1998, c'est-à-dire une régularisation massive de sans-papiers, entre 80 et 100 000 régularisations que Lionel Jospin a fait. Et Pascal le rappelait à la fin de son émission, l'aide médicale d'État, c'est sous Lionel Jospin. Vous savez, le fameux argument de dire s'il n'y avait pas l'AME, il y aurait des épidémies dans les rues de France. Bon, il n'y en a pas eu avant 1997. J'ai pas l'impression que les épidémies couraient les rues du pays, même sous François Mitterrand, sous Pompidou ou sous De Gaulle ou sous Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est le fameux argument de dire il faut l'AME pour éviter les épidémies. Julien Audoul, évidemment, il y a le respect qu'on doit à un ancien Premier ministre qui vient de disparaître, mais il y a aussi un bilan dont on a le droit de parler, et un bilan qui prend encore plus sens avec cette fameuse Nouvelle-France mise en avant en permanence par la France Insoumise à Roubaix, à Saint-Denis, à La Courneuve, à Creil. Oui, déjà, il y a le respect à un ancien Premier ministre. Il y a effectivement un mot de condoléance pour sa famille, pour ses proches. Lionel Jospin a participé avec tous les irresponsables de gauche et de droite à l'effondrement de notre pays. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. J'observe que quand même sous son quinquennat de 97 à 2002, il y avait moins de titres de séjour que sous Nicolas Sarkozy. Il faut quand même le rappeler. J'observe quand même, si on peut nuancer un petit peu son bilan, qu'il a eu quand même la décence, après 2002, de quitter la vie politique. On aimerait que certains quittent la vie politique après des défaites cinglantes et après des échecs en matière de gouvernance de l'État. Et puis, quand même, à son crédit, après ses responsabilités, il a quand même eu le courage et la lucidité de dénoncer le Front républicain, en disant que c'était une hypocrisie, en disant que l'appel au fascisme était évidemment une construction intellectuelle totalement absurde, que le Rassemblement national n'était pas fasciste. Il l'a quand même dit sur un plateau de télé, ce qui n'est pas le cas de certains de ses collègues de gauche. Après, effectivement, le bilan, on le connaît, il est détestable. Je fais quand même une petite nuance entre la gauche plurielle de l'époque, qui, à mon sens, était tout de même républicaine. Elle était républicaine. La NUPES et le nouveau Front Populaire
sont anti-républicains, parce que gangrénés par LFI, qui est aujourd'hui le navire amiral de la gauche, l'antisémitisme, le racisme anti-blanc, le communautarisme, toute cette politique anti-France qui, à mon sens, est à des années-lumière de la gauche plurielle de 97. Ah ouais, d'accord. Sur la représentation que donnait Lionel Jospin, ça n'a rien à voir avec la France insoumise, dans le ton, Non, dans loin la de là. forme, et dans ce que peut dire Jean-Luc Mais la Mélenchon. démographie a évolué aussi dans depuis ces 25 meetings, ans. mais- Lionel Jospin, dans une démographie actuelle, dans une immigration actuelle, on ne sait pas s'il aurait la même ligne que dans les années 98. Mais vous le disiez, Eric, il s'est malgré tout allié aux communistes qui avaient, je sais, selon Georges Marchais, un bilan globalement positif. Mais enfin, franchement, qui comptait déjà cette idéologie des Mais François dizaines- Mitterrand s'était déjà allié Bien avec les sûr. communistes. Mais Donc, ça d'ailleurs, c'est dans la n'empêche pas. continuité. Torres. Alors oui, moi n'étant pas de gauche, je vais certainement pas cracher sur un homme qui vient de mourir, mais évidemment, vous avez raison, il y a un bilan qui est à faire. On retient plusieurs choses. D'abord, c'est le premier qui parle de droit d'inventaire pour parler du passé, et notamment du passé vichiste de François Mitterrand, quand toute la gauche se taisait sur ce sujet-là. Les travaux de Pierre Péan ont bien aidé. C'est aussi la chute brutale en 2002, et Julien Audoul a raison de le dire. Il a eu eh bien, le courage que certains n'ont pas eu, eh bien, de quitter la vie politique quand il a perdu et quand il n'a même pas pu accéder au second tour en 2002. C'est lui aussi qui, 5 ans plus tard, vous dira qu'il y a eu un théâtre antifasciste pendant le mitterrandisme. Et finalement, c'est ce qu'on a vu avec Balance ton pote, avec SOS Racisme, qui faisait passer un antifascisme de pacotille, alors que voilà, il n'existait pas et qu'il n'y avait certainement pas une menace fasciste. Et puisque c'est un mot qui revient souvent dans notre vocabulaire, vous savez, dans les observateurs, on entend souvent gauche de gouvernement, gauche républicaine. Eh bien, c'est peut-être le dernier avatar, le dernier emblème de cette gauche républicaine de gouvernement qui n'existe plus aujourd'hui. Ou alors il n'y a que bon, voilà, les sociotraîtres dont on parle souvent, comme François Hollande, comme Olivier Faure, qui ont pactisé avec la France insoumise. Et pour François Hollande, ça lui a coûté cher hier, puisque Absolument. son fief l'a basculé à droite, alors même qu'il était contre le lundi, contre les alliances avec la France insoumise, et puis pour le mardi, quand ça concernait l'un de ses plus proches, et ça lui a donc contre aujourd'hui. effectivement le déshonneur Oui, c'est vrai. et la défaite, la double sentence. Georges Fenech, vous avez connu les années Jospin, vous avez été parlementaire, c'était une gauche républicaine effectivement qui n'avait rien à voir avec la France insoumise d'aujourd'hui, mais il y a des petits cailloux qui ont été semés en chemin. Il y a l'histoire du voile de Creil, il y a la gauche plurielle avec les communistes. Bien sûr. Il y a voilà ce sur quoi on peut s'arrêter ce matin, parce que Creil, aujourd'hui, la ville est passée à la France insoumise. Bien sûr, je m'associe évidemment aux condoléances à sa famille, mais moi je retiendrai, en complément de ce qui vient d'être dit, 3 points, 3 critiques que j'ai effectivement vécues à l'époque. Première critique, sa vision totalement idéologique et à côté de la plaque de la lutte contre l'insécurité. Souvenez-vous cet aveu qu'il avait fait face caméra quand il avait dit « J'ai cru qu'en faisant reculer le chômage, je ferais reculer la délinquance, j'ai péché par angélisme, etc. » Il avait dit cela. Le sentiment d'insécurité, ça commence avec... C'est lui qui dit en premier. Tout le monde pense Et que c'est Éric souvenez-vous- Dupond-Moretti. C'est Lionel Jospin, le sentiment d'insécurité. En même temps que Chevènement. Son élimination en 2002, à l'époque c'était l'élection, le thème numéro 1 c'était la sécurité, est en grande partie Avec Papivoise. dû à cela avec l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Ça c'est première critique. Deuxième critique, le champion de la culture de l'excuse. Quand il nomme Madame Elisabeth Guigou place Vendôme, on sait à quoi s'attendre, voyez-vous. Et enfin, une autre critique que vous en souvenez certainement pas, mais moi je m'en souviens parce que je l'ai vécu, en 1988, première loi d'auto-amnistie des délits politico-financiers. C'est-à-dire que M. Jospin, qui est premier secrétaire du Parti socialiste, monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour s'offusquer de ce que les juges allaient chercher dans les comptes du Parti socialiste. Donc quand on parle d'intégrité, moi je relativise un petit peu, parce que cette époque, je m'en souviens, les grandes affaires Urbain, etc. Amine, ça va m'intéresser de vous entendre là-dessus, puisque vous avez vous-même lutté contre la montée de l'islam politique à Roubaix. Dans un instant, on va partir à Roubaix. On sera avec l'ancienne candidate RN qui a vécu l'enfer, les intimidations, qui a été chassée de la salle de la mairie après le premier tour. Quand vous voyez que les tentatives de s'infiltrer dans les écoles, ça remonte aux années Jospin au ministère de l'Éducation nationale avec le voile de Creil. Quel regard vous portez sur le bilan de Lionel Jospin ? D'abord, bien évidemment, m'associer aux condoléances pour tous ceux qui ont connu et estimé Lionel Jospin. Vous dire que moi, je viens effectivement d'une commune comme Roubaix, où mes voisins eux-mêmes, mes voisins à Roubaix, ont bénéficié de cette régularisation des sans-papiers à partir des années 1998. Et cette politique a été instituée par les préfectures aujourd'hui, eh bien, elle ne s'est jamais arrêtée. Sauf que ce sont les mêmes voisins
qui ont bénéficié de ce plan de régularisation des sans-papiers, parce qu'ils étaient sans-papiers et travailleurs, qui vous disent aujourd'hui, ils sont intégrés, ils sont même français pour certains, naturalisés, pleinement intégrés dans la République, ils vous disent stop, arrêtez cette immigration de masse, parce que si vous ne voulez pas que votre ville devienne comme Roubaix, c'est-à-dire une ville qui est enclavée par l'islamisme et par l'immigration de masse, arrêtez de mettre en œuvre la politique dont on a nous-mêmes bénéficié. Et on l'a vu à travers l'affaire du voile à Creil, on le voit aujourd'hui sur la question de l'islamisme à Roubaix. Tout cela risque de rattraper demain le politique. Et même la France insoumise qui a baigné là-dedans. Parce que lorsque les islamistes seront suffisamment nombreux à Roubaix, ce seront les premiers qui vont dégager David Guiraud au pouvoir, et personne d'autre. Et donc, vraiment, je sens à travers la situation politique que nous connaissons aujourd'hui à Roubaix, qui a bénéficié de ce socialisme municipal, un risque migratoire, un risque chaotique pour la France de demain. Hélène Roé, votre regard donc sur Lionel Jospin et honnêtement, c'est évidemment un hasard total, mais il se trouve qu'il disparaît au lendemain des élections municipales, où il y a un certain nombre de villes qui ont basculé au sein de cette fameuse Nouvelle-France. On va partir à Roubaix dans une seconde, rejoindre Célia Barotte, rejoindre la candidate RN défaite, mais qui n'a pas vécu une campagne classique. Non. Et c'est pas Julien Audoul qui va me contredire. Et évidemment, Creil, qui bascule à la France insoumise. Et on ne peut pas ne pas penser à cette affaire de Creil, où le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, n'avait pas été un rempart face à l'islam politique et n'avait pas protégé les enseignants et les proviseurs. Et c'était jusqu'à la loi, évidemment, voulue par Jacques Chirac sur les signes ostentatoires à l'école qui ont été interdits. Pendant près de 20 ans, les profs, les proviseurs étaient seuls face à cet islam politique qui tentait d'entrer dans les écoles. Oui, bien sûr. Moi, je suis née dans une France où il était Premier ministre, donc malheureusement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, effectivement, de Lionel Jospin. On peut quand même dire que c'était un des artisans de la gauche qui a participé notamment à énormément de progrès, d'avancées sociales, de progrès, effectivement, qui ont pu faire beaucoup de mal. Vous avez mentionné, c'était la CMU à l'époque, avant d'être l'AME, les 35 heures. On peut noter aussi des avancées comme le Pax, si tant est que ce soit une. Effectivement, donc, mais Lionel Jospin, en revanche, le Pax, c'est plutôt... Oui, non, mais pas de critique à avoir. Il y avait des gens à l'époque qui étaient contre le Pax, cher Gauthier. Il y avait des gens qui étaient contre le Pax aussi pour peut-être d'autres raisons. C'était aussi... c'est pas le problème. La première critique qu'on retiendra... Je suis très fier d'être paxé. Bien sûr, mais ça peut, pour certaines personnes, ça pouvait aussi être le début, si vous voulez, de l'affaiblissement de la notion de mariage aussi. Donc bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, donc, et au-delà de ce bilan, Lionel Jospin appartenait quand même à une dernière génération, je pense, de politique, dans laquelle, si vous voulez, tous les débats avaient un certain niveau, où les insultes ne pleuvaient pas forcément. On se rappelle d'une cohabitation avec Jacques Chirac qui était relativement froide, mais qui au moins était quand même d'un certain niveau. Et on retiendra également que c'est la dernière génération des politiques qui sait se retirer quand il faut. Aujourd'hui, plus personne n'en est capable. Christelle Niasme, vous qui avez vécu justement la France insoumise à Villeneuve-Saint-Georges avec Louis Boyard, et on voit parfois les alliances à gauche, de la NUPES au nouveau Front Populaire. Ça avait commencé avec la gauche plurielle de Lionel Jospin. Oui, enfin, en écoutant les différents interlocuteurs, c'est ce que je me dis, c'est que ça a commencé il y a bien longtemps, cet angélisme, et je crois qu'aujourd'hui, on en vit très directement les conséquences. On les vit sur nos villes, sur les résultats des différentes élections. Je crois qu'on ne peut plus se permettre le même angélisme qu'il y a quelques années, au moment où Lionel Jospin était bien sûr Premier ministre. Cet angélisme qui envisage l'immigration en obérant complètement les questions d'identité, d'intégration, qu'elle se fasse correctement en France, et qui génère ce sentiment de division permanente au sein de nos villes et de nos territoires. Aujourd'hui, c'est ça, la gauche, l'extrême gauche, avec la France insoumise, où on racialise systématiquement le débat. Donc, je crois que voilà, ça a commencé et les conséquences, on les paye aujourd'hui très lourdement sur nos territoires. Alors justement, je veux qu'on regarde le terrain et je vous donne la parole, Julien Audoul, mais je veux qu'on regarde ce qui s'est passé à Roubaix hier, qui a donc basculé à la France insoumise. On parlera évidemment de Saint-Denis, ça fait une semaine déjà que le maire a été élu, La Courneuve, Vaux-en-Velin et donc Creil évidemment, avec Jules Laurent notamment qui aura des informations sur le nouveau maire de Creil. Mais Roubaix, donc victoire de David Guiraud hier à Roubaix, et vous allez voir quel drapeau on a sorti pour la victoire de David Guiraud dans les rues de Roubaix. Il y avait quelques drapeaux français. Quelques drapeaux français, oui. À l'intérieur de la mairie. Absolument. Et puis, parce qu'il y avait les caméras, et dès que vous essayez de couper les caméras officielles et le discours officiel, vous avez les drapeaux qui sortent. Et
comme c'est étonnant, c'est plus le drapeau français. Vous allez voir les drapeaux que vous allez sûrement reconnaître. Allez, je vous donne quelques indices. Ça ressemble à des drapeaux algériens et des drapeaux de la Palestine. Ah, mais c'est plus qu'un indice. Donc là, c'est la Marseillaise. Il y a un drapeau français, puis il y a un grand drapeau palestinien. Et après, une séquence un peu plus longue. Regardez. Qu'est-ce que ça dit de la Nouvelle-France, Julien Audoul, puisque c'est la fameuse Nouvelle-France, mise en avant par Manon Bry et Emmanuel Bompard. Je ne suis pas sûr. Alors, vous avez remarqué l'agressivité sur les réseaux sociaux de la France Insoumise quand vous parlez de la Nouvelle-France et que vous osez critiquer ce concept. Ah oui. Franz-Olivier Gisbert a dit hier, je ne suis pas sûr que la communauté juive soit la bienvenue à Roubaix. Quand il y a l'islam politique qui monte à Roubaix, on est en droit de se poser la question. Quand il y a David Guiraud qui traite Meyer Habib de porc, on est en droit de se poser la question. Quand vous avez un électeur de David Guiraud qui nous dit face caméra, j'ai voté David Guiraud parce qu'il a traité Meyer Habib de porc, on a le droit de se poser la question. Quand vous avez un maire qui parle des dragons célestes pour évoquer la communauté juive, on est en droit de se poser la question. Et donc on voit les drapeaux palestiniens et algériens. Julien Audoul. Oui, la Nouvelle-France, c'est la haine de la France, il faut bien le dire. Et cette haine de la France, elle a germé sous Lionel Jospin. Et je voulais faire le parallèle avec un événement emblématique de la fin du mandat de Lionel Jospin qui, moi, m'avait marqué, qui avait, je pense, choqué bon nombre de Français. C'est ce fameux match au Stade de France entre l'équipe de France de football et l'équipe d'Algérie. Ce match qui devait être historique, avec l'envahissement du terrain par les supporters algériens, à l'automne 2001 exactement, avec cette incompréhension pour bon nombre de Français qui, 3 ans avant, avaient le mythe Black Blanc Beurre de cette France de toutes les couleurs réunis autour du drapeau français. Je rappelle qu'à l'époque, sur les Champs-Élysées, il n'y avait aucun drapeau palestinien. Il n'y avait même pas de drapeau algérien ou de drapeau marocain ou tunisien. Il n'y avait que des drapeaux français. 3 ans après, il y a l'envahissement du terrain, il y a le communautarisme exacerbé et la haine de la France, la Marseillaise sifflée. On se rappelle de Lilian Thuram qui s'en était pris aux supporters en les insultant, etc. Donc ça a commencé là. Et on a laissé effectivement ce phénomène prospérer, le communautarisme. On l'a nourri, quel que soit d'ailleurs les étiquettes, à droite, à gauche, islamo-gauchisme, islamo-droitisme. Et on a effectivement aujourd'hui la conséquence avec des mairies qui tombent véritablement et qui sortent de la République française, que ce soit à Roubaix, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit à la Courneuve. Alors effectivement, il y aura la façade de l'hôtel de ville, mais il n'y aura plus le drapeau français, il n'y aura plus les valeurs de la République et il y aura des idées et des opinions qui seront totalement contraires à ce que sont nos principes et nos valeurs. Éric Tegner. Et puis, on a parlé, Éric, la semaine dernière, du maire de Châlons, qui a empêché les élus LFI de venir voiler au conseil municipal. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer à Roubaix, puisque c'était un arrêté municipal du maire de Châlons. Quel arrêté va prendre David Guiraud demain ? De toute façon, Amine El-Bailly l'expliquait. Le Conseil d'État, en effet, va venir au secours, évidemment, de ces femmes voilées qui veulent porter le voile au sein du conseil municipal. C'est la grande force de notre État de droit. On verra. Mais là, quand on voit ces images, tout simplement, c'est de la revendication communautaire, c'est de la revendication identitaire. Et moi, j'irai plus loin. Je pense que, vous savez, d'ici quelques années, d'ici quelques mois, ils porteront à nouveau le drapeau français. Parce qu'ils auront remasterisé leur vision de la France. Et dans ce cas-là, bien, ils vont être capables d'être dans cette logique d'assimilation parce que pour eux, la France, eh bien, finalement, c'est devenu une forme de partie de l'Algérie. Donc, vous savez, à partir du moment où ils sont dans des villes où il y a une grande majorité de personnes qui sont quand même capables de voter pour des gens comme David Guiraud, eh bien, derrière, ils vont complètement changer les normes, changer les règles sociales. Et c'est ça également qui nous guette parce que quand on voit ce type de choses, ce type de revendications, ben, on comprend qu'est-ce qui a été le moteur aussi, qu'est-ce qui a été le carburant électoral dans ces nombreuses villes. Je ne sais pas s'ils pensent que la France est une partie de l'Algérie, mais ce qui est certain, c'est que l'inverse.
la Nouvelle-France leur convient. Mais ils importent des nouvelles normes sociales. À condition que la France d'hier laisse la place. La France, et c'est pas nous qui le disons, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a parlé à Amine Elbaï la semaine dernière de la France rabougrie. Donc on voit bien que tout le monde n'a pas sa place dans la Nouvelle-France. Quand vous dites que les Blancs sont tout blancs, tout moches, quand vous dites que donc la France, il faut voir comment Jean-Luc Mélenchon a parlé de la France rurale dans le passé. Il faut des maires noirs et arabes, il l'a dit. Éric Coquerel a dit qu'il fallait des maires noirs et arabes dans ces élections municipales. Ça, c'est une chose différente. Ça n'a des maires. Mais sous-entendant qu'il y aurait trop de blancs. Qu'elle serait ethnique. Voilà, d'accord. Avec les blancs face de la place. Dans ces cas-là, d'accord. Mais des maires, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qui est mis en avant et avec quel programme par la France insoumise. David Guiraud, on voit bien que l'idéologie qu'il y a derrière et l'électorat qu'il y a derrière. Alors, à décharge de David Guiraud, pour l'avoir affronté en 2022, il n'est ni noir ni arabe. Bah voilà. Et au premier tour de l'élection municipale, il a laissé d'ailleurs les outils du communautarisme à la liste de M. Karim Amrouni, qui était soutenu par le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, à l'Irani, qui est numéro 3 de la liste de Karim Amrouni, qui pendant très longtemps, par les médias nationaux, a été décrié pour ses relations et sa proximité avec les frères musulmans. Donc il a même pu se débarrasser, pour polisser son image, finalement, de ces signes de radicalité-là. Et puis le deuxième élément, c'est qu'en réalité, il a polissé son image. Il n'a pas sorti une seule fois dans cette campagne municipale le logo de la France Insoumise. Il n'y avait même pas le logo de la France Insoumise sur son bulletin de vote. Il a joué sur l'identité, sur l'image d'une ville salie, sur l'identité d'une ville à reconstruire. Et il a profité de cette immigration-là. Il a profité également de cette montée de l'islamisme, de cette montée effectivement du communautarisme islamique, avec près de 7 mosquées qui chacun dépend de sa propre obédience et de son rattachement à un autre pays. Il a profité de cette division d'ailleurs au sein de la communauté musulmane pour se poser en pilier et se poser en rassembleur. Et donc c'est comme ça que la ville de Roubaix est tombée. Elle est également tombée parce que le maire sortant, qui était un maire de droite, a été condamné pour escroquerie en bande organisée et fraude fiscale. Il a en réalité récupéré une ville qui était déjà fracturée et qui était déjà en proie et à l'abstention et à la montée de l'islamisation et à la montée évidemment de l'immigration incontrôlée. Donc tous ces ingrédients étaient réunis pour permettre la victoire de David Guiraud. Et on va l'écouter dans un instant, mais on va partir tout de suite à Roubaix rejoindre Célia Barotte. Célia, on vous avait eu la semaine dernière après une soirée de premier tour assez compliquée. Comment ça s'est passé hier et que compte faire David Guiraud dans les heures qui viennent, maintenant qu'il est maire de Roubaix? Quelles sont les grandes mesures qu'il compte mettre en place? Eh bien Gauthier, soirée également très très mouvementée avec plusieurs mouvements de foule. Quelques journalistes sont même tombés à terre puisque lorsque David Guiraud est entré dans l'hôtel de ville, c'était vraiment un bazar sans nom, une désorganisation totale dans l'hôtel de ville. Nous avons même eu peur pour notre matériel et puis même pour nous, puisque vraiment un bain de foule incroyable avec plusieurs tambours, plusieurs confettis lâchés au moment de l'entrée de David Guiraud dans l'hôtel de ville. Et puis, c'est quelques drapeaux français, oui, dans la foule, mais est-ce que c'était une opération de communication de la part des soutiens de David Guiraud? Eh bien, je vous laisserai vous faire votre propre avis, puisque à l'extérieur, il y avait plusieurs scènes de liesse, plusieurs aussi feux d'artifice, tirs de mortier qui ont été lancés pour fêter la victoire de David Guiraud. David Guiraud qui a donc expliqué que ses priorités, c'était avant tout de lutter contre la discrimination au logement, contre la précarité, le sexisme ou encore le racisme. Il a également rappelé qu'il voulait relancer les marques de soutien, de solidarité envers, selon lui, les peuples opprimés, c'est-à-dire le Liban pour lui ou encore la Palestine. Et donc, comment ces marques de solidarité vont être mises en place à Roubaix? Vous en avez parlé en plateau. Est-ce que ça va être avec l'affichage du drapeau palestinien sur la mairie de Roubaix? Reste à savoir comment le nouveau maire de Roubaix va mettre ces marques d'action en place. David Guiraud qui a donc salué ses soutiens. Il a fait aussi un salut républicain à Alexandre Garcin, le maire sortant. Et puis, donc, nous sommes ce matin sur
l'un des marchés qui se situe dans les quartiers sud de Roubaix, là où David Guiraud a réalisé un faible score. Il n'est pas arrivé en tête ici et donc le réveil est très dur ici pour certains électeurs puisqu'ils s'inquiètent pour l'avenir de leur ville. Ils s'en remettent aussi aux élus d'opposition comme Céline Saillat que vous allez entendre dans quelques instants, candidat du Rassemblement national qui, même après les élections, se rend sur les marchés, se rend sur le terrain pour rassurer ses électeurs, rassurer aussi les habitants de Roubaix qui s'inquiètent pour leur patrimoine et pour leur ville. Merci beaucoup Célia Barotte avec Maïlo Steiner. Dans un instant, donc, on aura la candidate RN, Céline Saillat de Roubaix, qui a vécu une véritable campagne en enfer du côté de Roubaix. On pourra écouter David Guiraud et donc entendre François-Olivier Gisbert, qui vit depuis hier soir une véritable cabale de la France insoumise pour simplement avoir posé une question. Est-ce que la communauté juive à Roubaix va encore se sentir en sécurité alors qu'il y a une montée de l'islamisme à Roubaix avec des exemples précis? Vous avez participé à ce long format Amine El-Bailly sur M6. Vous avez montré par A plus B la montée de l'islam politique. Islamisme rime souvent avec antisémitisme. Et ensuite, un maire LFI qui traite un député de la communauté juive de Port, il y a de quoi s'inquiéter pour la communauté juive. On va en parler dans un instant. La pause, on revient dans 100% Frontières, ne bougez pas. De retour dans 100% Frontières, on continue à parler de Roubaix dans un instant. On aura la candidate RN qui a été battue à Roubaix mais qui a vécu une campagne bien compliquée face à la France insoumise et à David Guiraud qu'on entendra dans un instant. Mais pour l'heure, Sommeil à l'Abidi pour l'essentiel de l'actualité. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. On commence par ces hommages qui se multiplient suite à l'annonce du décès de Lionel Jospin. Emmanuel Macron salue un grand destin français qui incarnait une haute idée de la République. De son côté, François Hollande fait part de son infinie tristesse et loue l'exemplarité d'une des plus éminentes figures de gauche. La tambouille ne fonctionne pas, la clarté est une stratégie politique. Les mots de Raphaël Glucksmann au lendemain du second tour des municipales. Un suffrage selon le député européen qui a montré l'échec des alliances avec la France insoumise. Et puis on termine avec Keir Starmer qui dénonce une attaque antisémite profondément choquante contre un service d'ambulance bénévole de la communauté juive à Londres. 4 ambulances appartenant au Jewish Community Ambulance, connus sous le nom de Hatzalah, ont été incendiés cette nuit dans le quartier de Golders Green, quartier au nord de la capitale. Merci beaucoup Somaya. On retourne à Roubaix, retrouver Céline Saillat qui était donc la candidate Rassemblement National face à David Guiraud. Bonjour à vous madame. J'ai envie de vous demander dans quel climat s'est déroulée cette campagne face à David Guiraud. Vous avez subi vous-même des intimidations ? Oui, c'était une campagne très compliquée, psychologiquement, physiquement. On a été parfois menacés, intimidés sur le terrain. Mais je ne vais pas ici me plaindre. On savait à quel territoire on s'attaquait. Et on a fait une belle liste avec des gens qui étaient capables, qui étaient volontaires, qui étaient courageux. Et on a mené cette bataille jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir 2 élus au conseil municipal. On n'avait pas été représentés pendant 6 ans. Et donc, je voudrais vraiment remercier nos électeurs. On parle souvent avec Amine El-Bailly en plateau, avec des documentaires qui ont été faits sur la ville de Roubaix, de la montée de l'islam politique, de l'islamisme à Roubaix. Est-ce que vous constatez cette montée vous-même sur le terrain ? Mais on avait déjà eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que nous, on constate sur le terrain, dans certains quartiers, une forme de communautarisme. Moi, je constate surtout une différence d'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Encore ce week-end, j'ai croisé des femmes en burqa. Et c'est vrai qu'en tant que femme, c'est très difficile de constater que la liberté des femmes et l'émancipation des femmes n'est pas au rendez-vous à Roubaix, alors qu'on était dans une ville qui a été dirigée pendant 12 ans, soi-disant, par la droite. Évidemment que c'est très triste de constater cela. Aujourd'hui, nous verrons comment David Guiraud s'attaque à l'égalité entre les hommes et les femmes à Roubaix. Est-ce que vous avez des craintes, c'est ce que disait hier le journaliste François-Olivier Gisbert, pour la communauté juive face à la montée de l'islam politique, puisque islamisme et antisémitisme vont évidemment de pair, et avec un maire qui a traité l'ancien député Meyer Habib de Port, qui parle de dragon céleste pour désigner la communauté juive. Est-ce que vous avez des craintes ? Bien sûr qu'on peut être inquiet pour la communauté juive quand on voit le discours de la France insoumise au national et même les propos parfois qu'a pu avoir David Guiraud. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai même été victime d'insultes et de menaces antisémites sur les réseaux sociaux. Vous avez été de la part de militants de la France insoumise ou d'extrême gauche ? Alors
c'est très difficile d'identifier quels sont vos agresseurs ou en tout cas les personnes sur les réseaux sociaux, mais j'ai reçu à plusieurs reprises des insultes et des menaces de nature antisémite. Bien, merci beaucoup Céline Sayad d'avoir été en direct avec nous. Vous avez vécu une campagne qui n'est pas normale. On pense qu'on veut évidemment de n'importe quelle étiquette politique, mais on doit vivre une campagne sereine et dans un climat apaisé. Et il s'est passé exactement le contraire à Roubaix. Vous-même, vous avez fait une vidéo la semaine dernière à Roubaix et on vous a insulté. Sur les réseaux sociaux. Et même dans la rue. Dans la rue, vous savez, à Roubaix, les Roubaisiens ont vécu une campagne étouffante. Je m'étonne que les observateurs de la vie politique en France n'aient pas noté que Jean-Luc Mélenchon est venu 2 fois à Roubaix. Pas une fois, 2 fois. La campagne de David Guiraud a duré 18 mois. Les 12 premiers mois de la campagne de David Guiraud étaient fondés essentiellement sur la Palestine, sur la défense des musulmans de Roubaix face à un prétendu génocide, comme s'il y avait un génocide à Roubaix. Et puis, les 6 derniers mois ont été faits sur le... David Guiraud a surfé sur une vague du communautarisme. Il a profité aussi de cette immigration de masse. Il a profité également qu'on en parle à la télé, et notamment sur CNews, de la montée de l'islamisme pour opposer les uns et les autres, dire qu'il y a une identité... Pour vous, il y a un lien direct entre montée de l'islamisme et victoire de la France insoumise ? Mais il y a non seulement un lien direct entre montée de l'islamisme et montée de l'immigration incontrôlée, avec les victoires de la France insoumise, et les Français ont le parfait exemple aujourd'hui avec la situation dramatique que nous connaissons à Roubaix. Vous avez des gens qui, comme moi, ont été lanceurs d'alerte, ont été menacés de mort et ont dû quitter la ville, ont dû déménager, ont été placés sous protection policière, et d'autres qui aujourd'hui essayent de résister tant bien que mal. Vous savez, cette ville était quand même la ville aux 1000 cheminées, aux 101 nationalités, où tout le monde parlait avec tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une ville où le repli sur soi a pris le dessus et plus personne ne se parle. Et David Guiraud a été élu dans une ville de 100 000 habitants avec moins de 10% de la population qui a voté pour lui. L'abstention est énorme, le désaveu démocratique est puissant. Et donc la seule façon de récupérer une ville comme Roubaix, c'est de lutter contre l'immigration de masse. Excusez-moi, mais quand il y a des enjeux aussi importants, si vous restez chez vous et que vous n'allez pas voter, c'est une façon d'abonder dans le sens de la France insoumise, que ce soit à Saint-Denis, effectivement, ou à Roubaix. Quelques séquences à vous montrer, et puis je veux qu'on avance, il faut évidemment qu'on parle de Nice, il faut qu'on parle... Parce que tout le monde a dit, on est gagnant ce soir, alors qui sont les gagnants, qui sont les perdants, chacun a un peu gagné. Ceux qui ont en tout cas énormément perdu, c'est les écolos. Il leur reste Lyon, mais sinon, la vraie défaite, c'est la défaite des villes écolos. À Strasbourg, à Annecy, à Bordeaux, donc il faut qu'on en parle, parce que les vrais défaits d'hier, ce sont les écologistes. Donc Roubaix, écoutez déjà David Guiraud. Ce soir, la ville aux 1000 cheminées, la ville des briques rouges, la ville aux 100 nationalités, a repris le chemin tissé par ses anciens et elle adresse à la France entière l'envie de vivre ensemble et la puissance de la fierté retrouvée. Ce soir, nous allons montrer ce que peut faire une municipalité dirigée par un insoumis avec une équipe plurielle et surtout au service de ses habitants. Et donc écoutez François-Olivier Gisbert hier qui s'inquiétait pour la communauté juive. Et vous allez voir, les tentatives d'intimidation face à ceux qui décrypteraient ce qui se cache derrière la Nouvelle-France, ça va être très violent. Vous en avez été vous-même victime, toute la semaine dernière. Éric Tegner, parce que vous avez simplement réagi au maire de Saint-Denis qui a dit « La Nouvelle-France, c'est les Français issus de l'immigration ». Donc, visiblement, tout le monde n'est pas compris dans cette Nouvelle-France. Qui ne voulait pas gentrifier. Et qui ne voulait pas gentrifier, absolument. Et il y a des relais médiatiques. Maintenant, on voit, par exemple, très clairement que Quotidien est devenu un relais médiatique de la France insoumise. Vous savez, Quotidien qui se moque des rescapés d'un attentat antisémite à Sydney. Cette émission est devenue un relais médiatique de la France insoumise en France, en reprenant le discours et en détournant ce qu'ont dit Éric Tegner et Johan Usaï. C'est important de le dire. Donc écoutez ce qu'a dit François-Olivier Gisbert, qui s'inquiète donc pour la communauté juive de Roubaix. Je suis désolé, déjà, quand on voit le résultat de Roubaix, 53% pour David Guiraud, étant donné ce qu'il est, ce qu'il a dit, c'est très angoissant. C'est dégoûtant.
C'est-à-dire, moi, je pense à par exemple, les Juifs qui... j'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les Juifs qui vivent là-bas, après tout ce qu'il a dit. Oui, elle est très faible, il y a une cinquantaine de familles. De moins en moins. Mais oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Bien sûr, C'est-à-dire, ils vont partir. ils sont obligés, de toute façon, ils vont sans doute être obligés. C'est-à-dire, je veux dire, on se demande, en fait, après avoir entendu ça, parce que, bon, il n'a pas dit que des bêtises, Emmanuel Bompard, c'était un constat, finalement, assez juste sur certains points, mais qu'est-ce qui est en train de devenir ce pays ? Et vous disiez, d'ailleurs c'est la question que je posais à François-Olivier Gisbert hier, vous disiez à l'instant, Amine Elbaï, vous qui êtes roubaisien, il n'y a plus de juifs à Roubaix. Mais il n'y a pas d'inquiétude pour la communauté juive à Roubaix, puisqu'il n'y a plus un seul juif à Roubaix. Il n'y a plus de juifs, évidemment, ou très peu en tout cas. Et Georges Bensoussan le disait très bien, ils ont été chassés de nos banlieues et de nos quartiers avec la montée de l'immigration incontrôlée et avec la montée de l'islamisme. Donc je ne suis pas inquiet pour nos compatriotes juifs, ils ne sont plus là. Ils se retrouvent pour certains dans le nord, non loin de l'île Sud, non loin de l'île Pelvoisin, avec le lycée Ozanam, avec la synagogue à Lille. Il n'y a plus un seul juif à Roubaix. Il n'y a même plus de dialogue interculturel à Roubaix. Mais c'est très inquiétant. Quand même. C'est ça qui est inquiétant. Ah mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas être juif tranquillement, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'Amine, j'ai bien compris, il dit je ne suis pas inquiet pour eux puisqu'ils n'y sont plus. Oui. C'est très inquiétant. Oui, bien sûr que c'est inquiétant. Bien sûr. Bah, mais vous avez vu des villes qui ont basculé. Sarcelles est une ville qui a basculé à gauche. La communauté juive a massivement quitté Sarcelles pour les mêmes problèmes que vient de pointer Amine. Le nouveau maire de la Courneuve disait que Raphaël Glucksmann était un candidat sioniste. Je veux dire, donc évidemment, il y a un antisémitisme d'atmosphère qui s'installe dans ces villes-là qui viennent d'être gagnées par la France insoumise. Une bonne partie de la communauté juive en France fait son alia depuis plusieurs années en allant en Israël. Donc c'est une évidence que lorsqu'ils se retrouvent dans des quartiers comme Sarcelles ou comme Roubaix, eh bien pour leur propre sécurité, ils sont obligés de changer. Les alias ont explosé sous Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça serait sous Jean-Luc Mélenchon qui s'amuse à écorcher les prénoms, les noms de famille de Raphaël Glucksmann dans ses meetings, absolument, qui dit que Yael Braun-Pivet est allé camper à Tel Aviv, etc. Un parti, puisqu'on peut le dire maintenant, il y a une jurisprudence face au procès contre Raphaël Enthoven, passionnément antisémite. Bien sûr, mais la communauté juive, de toute manière, a disparu des fameux territoires perdus de la République. Et dans les villes où il y a une forte immigration, une société multiculturelle et donc multiconflictuelle, eh bien souvent, les premières victimes, ce sont la communauté juive. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas vraiment d'études pour nous parler de ça. Mais moi, je me souviens très bien d'un débat qu'il y avait eu l'année dernière, lors, vous savez, des assises de la lutte contre l'antisémitisme. Eh bien, là aussi, c'était un débat particulier qui montrait qu'il y avait une désertion des familles juives dans ces quartiers-là. Donc vous avez cité Sarcelles, vous avez cité Saint-Denis. Une cinquantaine de familles juives à Roubaix. Absolument. Et c'est vrai que quand vous voyez... inquiet pour bien sûr, ces cinquantaines de... Bien sûr. Et quand vous voyez le discours de M. Guiraud, évidemment, vous pouvez être inquiet. Quand vous voyez les drapeaux qui sont tenus par les soutiens de M. Guiraud, vous pouvez être inquiet. Parce que là, en l'occurrence, c'était l'Algérie et le drapeau de la Palestine. Ces deux pays, bon, particulièrement la Palestine, où il ne fait pas bon d'être juif, ou voire même, vous n'avez même pas le droit d'exister quand vous êtes juif. C'est un État qui est reconnu par l'État français, mais vous avez raison, ce n'est pas un pays. Et puis, il y a des sondages qui sont extrêmement intéressants. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a un sondage IFOP l'année dernière qui a été publié et qui dit que 81% des élèves musulmans en France adhèrent à au moins une caricature antisémite, un fait d'antisémitisme. Ça, c'est quelque chose qui existe et qui est concret. Et la montée de l'islam rigoriste, le sondage de l'IFOP. Bien sûr. Chez les plus jeunes, 6 jeunes sur 10 voulaient l'application de la charia en France. Christiane Diaz, vous-même, vous avez eu affaire au communautarisme, mais vous avez gagné. Vous avez gagné contre Louis Boyard, qui avait fait une liste avec des profils sulfureux. Ça avait été révélé par les équipes d'Éric Tegner à l'époque. Et vous avez gagné. Donc, vous êtes une lueur d'espoir au milieu de tout ça, parce qu'on peut encore gagner. Mais le combat est rude. Vous avez mené un combat dur. Déjà, merci pour le travail qui a été effectué, parce que ça permet aussi de mettre en lumière la supercherie qu'est la France insoumise. Sous couvert de vouloir défendre les plus fragiles, c'est eux qui les mettent dans les plus vives difficultés. Je veux dire, aujourd'hui, si... moi, je vais revenir sur ma ville, mais je pense à Saint-Denis, parce que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques temps leur hôtel de police municipal, qui est absolument, mais c'est un bijou. Il a coûté 18 millions, c'est donc 18 millions de fonds publics pour mettre 160 policiers municipaux. Il est au cœur d'un quartier qui était très difficile,
On a réussi à reconquérir, ils ont réussi, parce que c'est pas mon travail, ils ont réussi à reconquérir le territoire là-bas. Et aujourd'hui, vous avez la moitié, enfin quasiment tous les agents qui sont sur le départ. Et on se retrouve avec des maires qui, au-delà de mettre en difficulté ceux qui représentent l'autorité et qui portent l'uniforme, eh bien, vont mettre en difficulté les populations les plus fragiles. Parce que ceux qui vont payer demain le départ eh bien, de l'autorité et de la sécurité sur nos villes, eh bien, ce sont les plus fragiles, ceux qui n'osaient pas dénoncer, ceux qui vivaient dans des conditions misérables. Et le challenge qu'on a relevé sur Villeneuve-Saint-Georges, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville comme à Roubaix, il y a une centaine de nationalités. Oui, bien sûr. Et je crois qu'entre le rejet de l'autre et la stigmatisation des communautés, il y a la voix celle que nous portons, qui est une voix qui fait qu'on veut faire du service public, retrouver de l'équité pour tous. Si on remet de la sécurité dans nos quartiers, moi, j'entends pas une famille. Si j'ai été élue aujourd'hui, et ils me l'ont dit, c'est parce qu'on a repris des mesures de fermeté. Et mes familles les plus fragiles, elles en sont heureuses. Et elles sont victimes de l'insécurité, bien sûr. Elles en sont victimes, elles en sont les premières. Bien sûr. Et ceux qui fuient aujourd'hui, c'est ceux qui ont les moyens de fuir les villes fragilisées dans lesquelles on n'est plus sûr. C'est celles qui ont les moyens, mais celles qui n'ont pas les moyens de fuir, eh bien, elles restent et elles subissent. Et quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur, elles subissent de la pire des manières. On parlera à nouveau de la Nouvelle-France avec Jules Laurent notamment, avec toutes ces villes que la France insoumise a pris, La Courneuve, Vaux-en-Velin, Saint-Denis, Roubaix, et donc si c'est pas la France insoumise, c'est du divers gauche, mais LFI, Mantes-la-Jolie, voilà, de la gauche LFisée, Blanc-Ménil, Creil, etc. Mais je veux qu'on parte à Nice, rejoindre Félix Pérolas, puisqu'il y a eu un pari gagnant à Nice, le pari d'Éric Ciotti dans une guerre fratricide face à Christian Estrosi. Victoire donc d'Éric Ciotti, qui est le nouveau maire de Nice, Félix. Oui, tout à fait, Gauthier. Pour fêter cette victoire, il est justement en train de déambuler dans un marché juste derrière moi pour aller avec ses équipes à la rencontre des Niçois. Vous l'avez dit donc, pari gagnant pour Éric Ciotti qui a récolté, et c'est un chiffre qui a toute son importance dans cette élection, 61 000 voix. C'est un chiffre que n'a jamais récolté Christian Estrosi depuis qu'il a été élu maire en 2008. Du côté du maire sortant, on nous dit que cette défaite, elle est due au maintien de Juliette Chesnel-Leroux au second tour, parce que Christian Estrosi a dit que Marine Tondelier avait fait une alliance indirecte avec l'extrême droite. Mais quand on parle avec les équipes d'Éric Ciotti, même si Juliette Chesnel-Leroux s'était retirée de cette triangulaire, Éric Ciotti l'aurait quand même remporté. Donc je vous l'ai dit, il est dans un marché juste à côté de moi en train de fêter sa victoire à la rencontre des commerçants niçois. C'est donc ici, à Nice, une page qui se tourne, la fin d'un chapitre. Félix Pérolas en direct de Nice avec Audrey Legray. Évidemment, victoire pour l'allié de Marine Le Pen et de Jordan Bardella avec l'UDR, Julien Audoul. Il y a eu la défaite à Marseille, il y a eu la défaite à Toulon, mais il y a la victoire à Nice. Et puis, on va voir dans un instant le RN qui s'implante dans un certain nombre de villes moyennes également. Mais donc, j'imagine que vous êtes satisfait pour votre allié Éric Ciotti. Oui, c'est une belle victoire qui récompense déjà l'implantation d'un homme qui, depuis des années, a voué et a dédié son engagement aux Niçoises et aux Niçois. Et effectivement, c'est salué par cette belle victoire. Et puis par le choix politique courageux d'Éric Ciotti, qui en 2024, alors que l'essentiel de son parti a préféré la fusion ou la collaboration avec le macronisme, a fait le choix clair des valeurs, des convictions, de l'intérêt de sa patrie plutôt que de son parti, avec l'alliance avec le Rassemblement national. Donc ça a été aussi salué par les Niçoises et les Niçois qui ont, d'une part, effectivement, donné un crédit au courage et sanctionné les collusions, les errements et l'effondrement idéologique de Christian Estrosi, qui en venait même à pactiser avec l'extrême gauche entre les deux tours, qui a essayé de racoler dans les mosquées, qui s'est fait même sortir. Il a trouvé une porte close devant une mosquée, et il cherchait à racoler pour l'entre-deux tours. Donc on a eu en fait un homme qui a à la fois perdu sur le champ électoral, mais qui a aussi perdu tout honneur en essayant de se fondre dans l'extrême gauche pour gagner quelques voix. Donc c'est en tout cas une belle victoire pour le Rassemblement national et l'UDR. Et Éric Ciotti a répondu hier aux équipes de 100% Frontières, Éric Tegner, donc je vous propose de l'écouter. Éric Ciotti, est-ce que vous avez pu échanger avec le désormais ancien maire Christian Estrosi ce soir? Non, je n'ai pas échangé à ce stade. Je suis au milieu des Niçoises et des Niçois pour leur dire ma gratitude, ma reconnaissance pour cette magnifique victoire qui
est le résultat d'un soutien puissant, d'une liste de rassemblement dans la fidélité à des valeurs et des convictions que j'ai toujours portées. Il annonce se retirer de la vie politique. Est-ce que vous auriez préféré le retrouver dans l'opposition? C'est son choix, je le respecte et je le comprends. La défaite est lourde et sévère. Menton, Cagnes-sur-Mer, qu'est-ce que ça change toutes ces villes qui basculent dans le sud-est de la France pour vous? Ça veut dire que ce que nous avons fait, et notamment ce que j'ai fait avec cette volonté d'alliance, porte ses fruits ce soir. Et c'est un chemin qui devra être suivi ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez du sort de LFI au niveau national? C'est naturellement une inquiétude. C'est naturellement une inquiétude. Et il faudra mener ce combat sans concession et avec beaucoup de force. Éric Ciotti, qui est pour vous le grand gagnant d'hier, Éric Tegnér, qui fait partie des grands gagnants d'hier? Oui, il faut se dire les choses, c'est le plus grand gagnant de cette élection municipale. Tous les journalistes politiques le disent. Il y a un an et demi, lorsque on parlait d'Éric Ciotti, tout le monde disait Éric Ciotti, il n'a qu'une idée en tête, c'est Nice. Et les gens se disaient, ils étaient quand même dubitatifs, ils se disaient, bon, c'est impossible de déboulonner quand même Christian Estrosi. Et là, il remporte cette victoire parce qu'il y a cru, parce qu'il a fait une campagne de terrain, et surtout, ça valide la stratégie d'alliance entre un républicain, c'était quand même le président DLR, on se souvient de cette image dans son bureau qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures où il était tout seul. On disait, les journalistes essayaient de se moquer de lui en disant qu'il s'était enfermé dans le bureau DLR. Et bien finalement, ce fameux forcené, eh bien, il a remporté la mairie de Nice. Absolument. Et donc ça, pour les Républicains, ça leur montre à quel point c'est une stratégie qui est gagnante et qui paye. Éric, vous avez un ancien républicain juste à côté de vous. Et il est comme ça, il essaye de se faire discret, et qu'on ne le remarque pas. Voilà, hop, limite assoupi. Vous en pensez quoi? Parce que vous êtes content pour Éric Ciotti. D'abord, Christian Estrosi n'était plus LR. Il avait le soutien de LR. Il avait le soutien de LR jusqu'au début de cette dernière. Il aurait dit, je m'en mêle plus. D'accord. La Commission nationale d'investiture a accordé son soutien à Christian Estrosi. Cette déclaration ensuite de Bruno Retailleau, très ambiguë. À laquelle il rétropédale 1 heure après. Et il s'est fait engueuler par Gérard Larcher. Non, là, c'est indéfendable, Georges. Oui, d'accord, vous avez raison. Donc, je le fais discret. Mais, dans les cordes. Moi, je connais Éric Ciotti depuis longtemps, aussi bien qu'Estrosi d'ailleurs. Je suis sûr que Nice sera très très bien géré. Parce que c'est quelqu'un qui aime sa ville. Absolument. Et là-dessus, on parle de politique, mais sur le plan local, Nice n'y perdra pas. Mais au-delà, parce qu'il faut être honnête, Christian Estrosi n'était pas un mauvais maire. Donc qu'est-ce qu'il paye, Georges? Il paye l'alliance avec le macronisme. Quand Éric Ciotti triomphe, grâce à quoi? Grâce à l'alliance avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je suis convaincu. La question, c'est maintenant, les LR doivent-ils faire ça au niveau national? Quitter le macronisme, ça n'a pas porté chance non plus à Rachida Dati à Paris pour s'allier avec Marine Le Pen. Mais c'est la grande défaite des macronistes. Regardez François Bayrou. De la fausse droite. Oui. François Bayrou, c'est quand même assez exceptionnel. Amine, je sais que vous étiez chez les LR, mais Madame Niaz y est toujours. Vous y êtes encore. Donc, on a une belle brochette de LR. Il y a 3 générations de LR. Exactement. Une belle collection. Il y a celui qu'on a viré, celui qui a quitté, celle qui est encore. C'est vrai. Avant, après. Christiane Niaz. Je crois surtout que ça dit une chose, et ça a été déjà dit sur ce plateau, c'est que on gagne quand on est fort sur ses positions, quand on est solide et quand on est fort sur ses convictions et sur qu'on croit. Aux Républicains, on gagne quand on est clair sur ce qu'on fait, sur nos positions. D'ailleurs, donc vous saluez la victoire d'Éric Ciotti? Oui, enfin, je pense qu'il a ça, on peut saluer la victoire, même si on n'est pas dans le même parti. Vous allez vous faire engueuler, peut-être. Je vais me faire engueuler, c'est sûr. Ou virer. Mais il a gagné. Notre président n'a pas pris de position à l'entre-deux tours, et c'est une bonne chose. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi laisser les Français s'exprimer sur ce qu'ils pensent être le mieux pour eux sur leur territoire. Et je pense que ce qui a été dit là, les choix qui ont été faits de se compromettre et d'aller de centre, gauche, les choix qui sont faits ne sont pas les bons. Et quand on gagne, et je pense que le message, il est très clair pour les Républicains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même le parti qui a remporté le plus de villes, sur plus de 9000 habitants. Aujourd'hui, c'est quasiment 60% des maires qui sont issus de notre famille politique. Ça dit les choses, ça dit l'ancrage, ça dit le sérieux, ça dit ce que les Français recherchent, c'est que sur les domaines régaliens, nous sommes dans la réalité. Et quand Éric Ciotti... Sans compromission. Quand Éric Ciotti a proposé cette alliance avant de quitter les Républicains avec le RN, est-ce que vous pensiez à l'époque que c'était une bonne alliance? Est-ce que vous avez hésité à le suivre?
Moi, je ne suis pas rentrée dans ça. Vous savez, à cette époque, moi-même, j'étais dans mes combats municipaux. Je crois qu'encore une fois, il y a une voie, celle qu'on propose aux Républicains, qui est celle de la cohérence, celle qui a toujours été proposée aux Français. Je pense que quand on s'allie, quel que soit le parti, on perd. Ça, c'est une réalité. Par exemple, quand vous regardez Julien Audoul, est-ce que vous vous dites c'est un ennemi, c'est un adversaire, ou on pense globalement la même chose sur 90% des sujets? Il y a, sur les domaines régaliens, sur tout ce qui est la sécurité, je veux dire, aujourd'hui, y compris la gauche finit par nous rejoindre. Parce que c'est une évidence aujourd'hui. Ils font de la sécurité leur cheval de bataille. C'est une évidence aujourd'hui. C'est le premier des droits en France. Donc vous n'avez pas une grande hostilité pour Julien Audoul, par exemple? Mais nous ne rejoindrons jamais sur l'ensemble du projet, ça c'est certain. Et je pense que c'est on a des points de convergence. Indiscutablement. J'adore ce baiser de la mort, mais c'est une réalité. Et qu'on ne se rejoindra jamais sur tous les domaines économiques. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels... La vérité, en tout cas, on est très heureux d'avoir soutenu votre candidature face à Louis Boyard. Oui, parce que vous étiez la candidature républicaine, celle qui pouvait défendre la sécurité, la cohésion sociale, effectivement, face à l'islamo-gauchisme qui aurait instauré le chaos. Et en toute amitié, il y a Amine Elbaï qui veut intervenir. J'ai l'avantage. Et je vous en remercie, mais elle a fait l'assentiment de tout le monde. En toute amitié, Christelle, moi j'ai l'avantage d'avoir quitté les partis politiques. J'étais en 2022 orateur pour Éric Ciotti lorsqu'il était président des Républicains. D'abord, ceux qui ne croient pas à l'union des droites se mettent un doigt dans l'œil. Éric Ciotti a été cohérent depuis 2022. À la présidence des LR, il l'a toujours dit. Ça a été son slogan. Et aujourd'hui, vous avez un exemple, une expérimentation de l'union des droites. Union des droites égale victoire. Et à Nice, Éric Ciotti a fait l'union des droites. Et il a fait l'union très large, avec des gens qui votaient LR, des gens qui votaient Reconquête, des gens qui votaient RN. Il a fait l'union des électeurs de droite, pas l'union des logos. Son bulletin de vote ne comportait aucun logo. Il a fait l'union des électeurs de droite. C'est la victoire d'un homme qui a été méprisé, sali, attaqué. Et je vais vous dire une chose, Marine Le Pen, elle a les ingrédients. Jordan Bardella, il a le matériel militant. Éric Ciotti, il a peut-être la recette pour 2027. Vous l'avez préparée celle-là. Vous l'avez préparée celle-là. Vous la bossez depuis hier soir. C'est la salade niçoise. Bon appétit. Amine Elbaï. On va se retrouver dans un instant. Les grands perdants. Alors là, autant c'est dur de désigner des grands gagnants. Ouais. Alors autant les grands perdants, c'est très clair, c'est les Verts. On en parle dans un instant. Il leur reste Lyon. Ça s'est joué à rien. Et en plus, il y a Jean-Michel Aulas. Grenoble. Oui, alors Grenoble. Il en reste Grenoble. Et alors Grenoble, qui est la sœur de François Ruffin, avec une alliance avec la France Insoumise. Oui. Vous avez raison, mais ils ont perdu tellement de villes, et évidemment Bordeaux notamment, Strasbourg, Annecy, Besançon. Donc les grands perdants, ce sont les Verts, et on va en parler dans un instant. Oui. Et on parlera également de la Nouvelle-France, reportage à Saint-Denis. Jour de l'Aïd. Qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France? Qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France? Vous aurez sans doute une idée de réponse avec notre reportage du côté de Saint-Denis en présence du maire. A tout de suite. De retour dans 100% Frontières. Dans un instant, on parle de la défaite des écolos dans de nombreuses villes, de la Nouvelle-France, et on pourra remettre ça en miroir avec Lionel Jospin, puisque à Creil, la ville a basculé LFI. Or, c'est de là dont parle la polémique du voile de Creil. Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale à l'époque, qui nous a quittés ce matin, s'en lave quelque part les mains et laisse les proviseurs et les profs seuls en première ligne. Et puis, il y a ceux qui ont fait alliance et qui ont perdu avec LFI, et ceux qui n'ont pas fait alliance et qui ont gagné. Voilà le programme de la deuxième heure de 100% Frontières, juste après le journal de Somaya Labidi. Rebonjour Somaya. Les hommages se multiplient après l'annonce de la mort de Lionel Jospin. François Hollande fait part de son infinie tristesse et loue l'exemplarité d'une des plus éminentes figures de gauche. De son côté, Emmanuel Macron salue un grand destin français qui incarnait une autre idée de la République. Nous n'avons aucune raison de servir de béquille à l'extrême droite. Nous gagnons sur nos propres valeurs. Déclaration ce matin de Michel Barnier. Le député LR ajoute que la leçon qu'il tire de ces municipales, c'est qu'il y a des extrêmes, mais aussi un chemin pour la droite et le centre pour la présidentielle.
Et puis au 24e jour de guerre, nouvelle frappe israélienne sur Téhéran, mais aussi sur le nord-ouest du pays, comme vous pouvez le voir sur ces images. Israël qui désormais table sur plusieurs semaines de combat, alors que l'AIE, Agence internationale de l'énergie, met en garde contre une grave crise du pétrole et du gaz. Merci beaucoup Somaya. Si les écolos gardent Grenoble et Lyon, effectivement, et Lyon, ça s'est joué, c'était vraiment serré. 3000 voix. C'est une très très grande déception. Oui, qui est amortie par le fait qu'on a gagné la métropole. Oui, enfin, il fallait sans doute choisir un autre candidat que Jean-Michel Aulas à Lyon. Éternité. Mais oui. Il a perdu, donc c'est la preuve que c'était pas forcément le bon candidat. Il conteste l'arbitrage. Moi aussi, il demande la barre. Moi aussi, je peux contester tout ce que je veux. Très bon sur la le politique, ça ne s'improvise pas. Même si on a une grande carrière, comme c'est M. Aulas dans le sport, dans l'entreprise, on ne devient pas du jour au lendemain, effectivement, un politique qui soit capable de mener une campagne aussi difficile. Je le dis avec beaucoup d'amitié pour Jean-Michel Aulas, mais on voit bien qu'il y a une limite, quoi. Si vous le dites avec beaucoup d'amitié, alors tout va bien. Les écolos ont perdu Bordeaux, Strasbourg, Annecy, Besançon, notamment. Je crois qu'il y en a même, il y en a d'autres. C'est une liste non exhaustive. Poitiers, vous avez parfaitement raison. La ville du Futuroscope. Voyez donc les quelques raisons. On avait fait un long format, on avait commencé à en passer des extraits. Pourquoi les écolos ont perdu? Eh bien, voilà quelques raisons. L'écologie punitive. La politique des Verts qui a été appliquée dans les villes qu'ils dirigent a été vue assez durement, c'est-à-dire elle a été appliquée assez durement. Et ça, c'est aussi une partie de l'écologie municipale, c'est-à-dire qu'on est très proactif. On veut appliquer les mesures le plus rapidement possible pour voir les changements aussi le plus rapidement possible. Mais ça se fait parfois au prix d'une certaine violence, ou en tout cas c'est perçu comme tel. Je pense qu'eux sont persuadés déjà que c'est très bien ce qu'ils font, ce qui est évident quand on porte des idées, mais que c'est aussi ce que les gens demandent. Et donc, être dans cet état d'esprit fait qu'on a l'impression qu'on peut y aller, qu'on peut avancer et qu'il faut le faire le plus vite possible pour avoir des résultats rapides. Et je pense qu'il y a quelque chose d'idéologique quand on est écologiste, c'est qu'il y a l'urgence climatique. Et ça crée ici un état d'esprit assez radical, de fait, puisque la planète ne peut pas attendre, il faut appliquer le plus vite possible. L'écologisme, on sait que c'est un mouvement très particulier, qui en réalité réactive en sous-main, de façon clandestine, énormément de préoccupations et d'agendas qui sont plutôt liés à la gauche, voire à l'extrême gauche, avec des préoccupations qui sont sociales, qui peuvent même se traduire jusqu'à des prises de position sur le conflit israélo-palestinien. Julien Audoul, les vrais perdants d'hier, c'est les écolos ? Oui, mais il ne faut plus les appeler écologistes. C'est l'extrême gauche, et c'est une extrême gauche violente, sectaire, intolérante par définition. C'est une claque pour tous les promoteurs du burkini. C'est une claque pour les adorateurs des frères musulmans, pour ceux qui invitent Salah Hamouri, pour ceux qui invitent le rappeur antisémite Médine, parce que c'est tout ça, l'écologie politique. Ce sont des gens qui sont Médine, rentrés... je le dis au passage, je ne l'ai pas montré, qui a félicité David Guiraud à Roubaix. Évidemment. Le roi du Nord. Son frère en idéologie, évidemment, ils partagent les mêmes accointances. Mais très clairement, c'est cette extrême gauche qui est rentrée par effraction en 2020 au moment des municipales, profitant de la forte abstention, profitant du Covid, elle est sèchement battue avec ces élections de 2026, parce que la gestion a été totalement idéologique, a été dogmatique, ça a été une gestion violente, notamment contre les automobilistes, ça a été une gestion qui a cherché à s'aborder notre patrimoine, notre identité, le Tour de France, la viande dans les cantines, toutes les manifestations populaires qui soi-disant étaient polluantes, qui ont été pourchassées par cette extrême gauche municipale. Donc moi je suis très content effectivement qu'ils aient été sévèrement battus. Je me rappelle de la petite phrase odieuse de la maire de Poitiers qui voulait retirer le rêve de l'aérien de la tête des enfants. Une vision totalitaire. En fait on n'entendait pas ces discours-là depuis Brejnev et tous les staliniens. Là très clairement ces gens-là c'est dehors et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie française. Grosse défaite pour les écolos dans plusieurs villes, on l'a dit, ils gardent Lyon et Grenoble, mais Bordeaux, Strasbourg, Annecy, Besançon, Poitiers, ils sont chassés. C'est vrai qu'on ne va pas prendre 50 minutes pour expliquer qu'hier c'était plutôt une bonne nouvelle pour une grande partie des Français, parce que à Bordeaux, dans le cas de Bordeaux, en effet, les Bordelais étaient plutôt choqués et dérangés. Ils sont plutôt centristes, ils sont un peu écolos quand même au niveau de Bordeaux, mais en fait, Pierre Urmic a essayé en effet d'importer la méthode d'Anne Hidalgo et ça n'a pas du tout fonctionné. Mais ce qui était important, ça a été serré, hein. Et ce qui était important, c'est quoi ? Ça serait un concept qu'il faudrait trouver, c'est-à-dire que
ils ont réussi à se retirer. Il y a une liste de droite qui s'est retirée pour battre le péril écolo, et c'est ça qui a permis la victoire. C'est ça qui est intéressant. Il y a ceux qui vont vous parler d'union des droites. C'est une possibilité sur certaines villes, mais pas tous déjà, parce que le Rassemblement national n'est pas forcément présent dans toutes les villes. Mais l'autre élément, c'est de se dire qu'à un moment, il y a des barrages à faire. Et ces barrages, ça part de priorités. Et en effet, c'est l'extrême gauche, et Julien Audoul a raison. C'est-à-dire que les écologistes, d'une certaine façon, parfois, sont pires que la France insoumise sur de nombreux points. C'est simplement qu'eux, ils parlent à une catégorie sociale différente, c'est-à-dire plutôt bobo. Et vous dites, à juste titre, que M. Dessertine s'est retiré au dernier moment. À Bordeaux, l'économiste qu'on peut trouver sur les plateaux de télé au dernier moment, et ça a permis à Thomas Cazenave de l'emporter. C'est la seule victoire d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Sinon, Pierre Urmic aurait été réélu. On pense à Nîmes, où quand vous additionnez le score de la droite et du Rassemblement national, vous êtes au-delà de 50%. Et la ville est pourtant communiste. Voilà, on pourra en parler dans un instant. Bordeaux, écoutez cette commerçante, donc, qui en avait marre, puisque évidemment, haro sur la voiture, donc plus de circulation, plus de clients dans de nombreuses villes écolos, et qui doit être contente ce matin de voir Pierre Urmic défait. Depuis que la ville a été fermée avec toutes ces bornes, les gens ne viennent plus, ça c'est certain. Donc ça a fermé, pour moi, ça a fermé l'accès à la ville. La visite agréable à Bordeaux ne se fait plus. C'était tous les gens qui autour disaient je vais aller à Bordeaux m'acheter une veste, un manteau. On allait à Bordeaux parce qu'on trouvait tout ça à Bordeaux. Là, Bordeaux étant fermé et les parkings étant hors de prix, sans compter que la circulation est compliquée, les gens ne viennent plus. Ça. En fait, vous arrivez rue Victor Hugo, regardez, vous faites ça, cours Pasteur, et tout ça c'est fermé. Vrai perdant les écolos, donc on voit Bordeaux, on voit Strasbourg, où l'alliance LFI écolo n'a pas fonctionné et c'est le PS qui l'emporte. Oui, et puis vous avez raison de faire ce sujet, parce qu'à mon avis, c'est pas un sujet qui sera beaucoup traité prochainement, parce qu'on avait eu évidemment beaucoup, on entendait dans les médias qu'il y avait la vague verte en 2020 sans jamais expliquer pourquoi, parce qu'il y avait une abstention massive et surtout parce que c'était un moment où en effet le sujet écologique était majeur. Et quand on a vu par exemple dans les priorités de ces municipales, on a vu la sécurité remonter et les sujets environnementaux, climatiques descendre, voire même n'être pas dans le top 10, ça explique aussi cela. Et j'en veux pour preuve aussi que c'est quand même intéressant Bordeaux, parce que c'est finalement le maire le moins dogmatique qui se fait écarter par Thomas Cazenave. C'est-à-dire que Pierre Urmic, même s'il n'a pas révolutionné tout ça, au milieu de son mandat, il s'est dit vers 2023, quand il a vu la montée de l'insécurité à Bordeaux, et finalement, on dit toujours que les maires, ils sont à portée de claque. En effet, Pierre Urmic n'échappe pas à cette règle, et en effet, il a armé, pas sa police municipale, mais une partie de sa police municipale, 20% de sa police municipale. Il a mis un petit peu de caméras de vidéosurveillance en plus, mais en tout cas, ça n'a servi à rien, parce que les militants, en tout cas les électeurs écologistes, se sont rendus compte quand même que les Verts aujourd'hui représentent une sorte d'escroquerie à gauche. C'est-à-dire qu'ils sont plus à faire des polémiques idéologiques, des polémiques dogmatiques sur le Tour de France, sur le sapin de Noël, l'arbre mort. Il avait commencé comme ça, et finalement les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient voté pour des candidats écologiques qui ne parlent jamais d'écologie ou de réchauffement climatique. Christiane Niaz, est-ce que vous partagez le constat que c'était une dure soirée pour Marine Tondelier hier? Tant mieux. J'aime cette spontanéité. Non, mais je crois que les grands perdants sont surtout les Français, les habitants, parce que la réalité, c'est que derrière le dogme, on n'est même plus dans du dogme, on est dans de l'idéologie tellement ancrée. Moi, il y a quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi l'écologie est un parti? Ça n'a pas de sens. L'écologie, ça s'entend dans absolument tout. Et c'est juste des mesures de bon sens. Le Covid l'a révélé. On a besoin d'avoir... C'est pour ça qu'on les appelle les pastèques, c'est-à-dire qu'ils verts à l'extérieur, mais surtout rouge à l'intérieur. De leur parti, pour emmener des idées qui sont encore plus fallacieuses et autant que celles de la France insoumise, et hyper violentes et agressives. Et d'ailleurs, et j'en profite, je renouvelle mes remerciements à ce que vous faites à Frontières, parce qu'il faut mettre le doigt sur ces candidats de la honte, sur le travail qu'ils font, qui n'est pas celui qui va dans le sens de l'intérêt des Français. On le voit. Aujourd'hui, on a des villes, on a des commerçants qui ne peuvent plus travailler. Ça, c'est une réalité, c'est une mesure de bon sens. Si on veut que les commerçants fonctionnent, il faut qu'il y ait un petit peu de passage de véhicules. On ne peut pas. On ne peut pas faire une ville entièrement piétonnisée. Ça n'existe pas. C'est une réalité. D'ailleurs, les commerçants ont le droit de voter aussi désormais dans la ville où ils travaillent, parce que parfois ils ne vivent pas dans la ville où ils travaillent.
Et tous ne le savaient pas, pour avoir échangé avec un commerçant, un restaurateur hier, tous ne le savaient pas qu'ils pouvaient voter à la fois dans leur commune où ils vivent et dans la commune où ils travaillent, puisqu'ils sont directement concernés par les mesures municipales. Et donc ils l'ont su parfois trop tard, ils n'ont pas pu s'inscrire sur les listes, ils n'ont pas pu voter pour le candidat qu'ils souhaitaient, et pour virer le maire quand il les empêchait de faire du commerce. Donc ça c'est important, il faudra bien le marteler la prochaine fois, parce que quand on est commerçant, on peut en fait voter 2 fois dans sa ville de résidence et dans la ville où on travaille. Et je suis sûr que je l'apprends à plein de gens autour du plateau. Parfois, ça se joue à rien. Et absolument. Et je vous propose donc d'écouter le nouveau maire de Bordeaux, Thomas Cazenave. On a fédéré des formations d'horizons très différents. On a mis nos égos de côté, nos partis de côté. On a dit qu'il fallait absolument réussir l'alternance à Bordeaux. C'est ce qu'on a fait ce soir. C'était pas facile. C'était un sacré combat qui est victorieux ce soir et je m'en réjouis. Et donc l'ancien maire de Bordeaux a dû reconnaître sa défaite, Pierre Urmic. Je vous propose de l'écouter avant qu'on parle de la Nouvelle-France avec Jules Laurent qui nous rejoint sur le plateau. La liste Faire gagner Bordeaux menée par M. Thomas Cazenave a remporté cette élection municipale au second tour avec 50,94% des suffrages exprimés. La liste Bordeaux en confiance que j'ai conduite a recueilli 49,06% des suffrages exprimés. J'adresse au futur maire, comme je viens de le faire au téléphone, mes vœux de réussite pour le mandat qui s'ouvre dans l'intérêt des habitantes et des habitants de notre ville. Je remercie les Bordelaises et les Bordelais qui se sont rendus aux urnes et toutes celles et tous ceux qui ont permis que ce scrutin se tienne. Je tiens à remercier, bien sûr, les électrices et les électeurs qui m'ont confié leur voix. Je remercie enfin, très chaleureusement, toutes les personnes élus comme agents qui m'ont accompagné pendant ces 6 années de mandat et qui font vivre au quotidien les services publics municipaux si essentiels aux habitants de notre ville. Je vous remercie. Digne dans la défaite et tout le monde ne l'est pas. Très digne dans la défaite, reconnaissant les résultats. Pierre Urmic, et je vous voyais abonder, Hélène, quand Jules a dit, c'est pas le plus dogmatique qui est viré à Bordeaux, puisque Grégory Doucet, qui était l'un des plus durs, est réélu. Non, celle qui était vraiment la plus dure, vous savez qui c'était la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, et elle est virée par Catherine Trottmann du Parti Socialiste, qui s'est alliée avec Édouard Philippe. C'est vrai que Pierre Urmic a eu une sorte quand même de réveil sécuritaire assez tardif, parce qu'il a réalisé que les chiffres à Bordeaux en fait parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, c'est terrible quand on regarde depuis 2019, plus 19% de coups et blessures, plus 17% de violences dans les transports, plus 10% de la délinquance entre 2020 et 2023. Bordeaux est descendu dans énormément de classements où on juge les villes où il fait bon vivre. Donc je veux dire, le bilan, malheureusement, il est là, il en paye les frais. Maintenant, je note quand même que ça n'est pas une victoire éclatante de Thomas Cazenave. Pierre Urmic a quand même réussi à gauche à réunir beaucoup de monde. Donc voilà, en demi-teinte. La Nouvelle-France, une nouvelle fois, cette expression a été utilisée hier par les responsables de la France Insoumise sur les plateaux de télévision lors de leur conférence de presse post-résultat par Manuel Bompard et Jules Laurent qui enquêtait, puisque vous étiez félicité, c'est vous qui êtes félicité par c'est lui qui travaille. La maire de Villeneuve-Saint-Georges. Il donne les ordres et vous travaillez. Vous avez sorti énormément d'informations et on va pouvoir passer ville après ville, les fameuses villes de la Nouvelle-France. Et je l'ai dit, des critiques très dures contre tous ceux qui oseraient émettre des réserves sur cette Nouvelle-France et se poser des questions si est-ce que tout le monde est le bienvenu dans la Nouvelle-France. Et force est de constater, si je prends les déclarations de LFI, tout le monde n'est pas bienvenu dans cette fameuse Nouvelle-France. Et effectivement, des attaques très dures, on déforme les propos, du côté notamment de Manuel Bompard, avec leurs officines médiatiques désormais comme Quotidien Diane Barthès. On met vos têtes, on met vos têtes, etc. Et on déforme ce que vous avez dit, évidemment, puisque c'est devenu, ils ont fait le choix désormais Quotidien d'être donc une officine de la France Insoumise. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard. J'appelle le peuple de France à s'engager à nos côtés dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. L'année prochaine, la Nouvelle-France peut balayer la Macronie et ses politiques de malheur. L'année prochaine, la Nouvelle-France peut battre l'extrême droite. L'année prochaine, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Car, comme le disait Victor Hugo, il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue. Et la Nouvelle-France, Jules Laurent, on va détailler avec vous, mais d'abord, ce concept de Nouvelle-France, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit que la France d'avant, c'est la France rabougrie. Je me dis que la France d'avant, elle n'est pas la bienvenue dans la Nouvelle-France. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit « tout blanc, tout moche »,
On a le droit de se dire, est-ce que les Blancs, qui ne voteraient pas extrême gauche, sont les bienvenus dans la Nouvelle-France ? Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui écorche le nom de Raphaël Glucksmann, qui dit que Yael Braun-Pivet est allé camper à Tel Aviv, quand vous avez David Guiraud qui traite Meyer Habib de porc, qui parle des dragons célestes, etc., etc., est-ce que la communauté juive est la bienvenue dans la Nouvelle-France ? Je pose des questions. Je suis sûr que d'autres s'en posent également. Qui est le bienvenu au sein de cette Nouvelle-France et qu'est-ce qui se cache derrière ce concept de Nouvelle-France, Jules ? Ce concept de Nouvelle-France, de toute façon, il a été pensé en amont à travers cet institut de la Boétie qu'on mentionne assez peu parce que finalement, eux, la stratégie de la France Insoumise, c'est quoi ? C'est implanter des candidats dans des villes extrêmement symboliques comme Creil, comme Roubaix, afin de se faire un réservoir, un carburant électoral en vue de 2027. Et donc, si on prend des exemples extrêmement précis, le symbole de Creil, où on a quand même une situation incroyable, où un candidat de divers droite s'est désisté et a appelé à voter pour la France Insoumise face à un candidat du Parti Socialiste. Et donc, ce candidat de la France Insoumise, qui a été élu symboliquement aujourd'hui avec la mort de Lionel Jospin dans la ville de Creil, eh bien, il s'appelle Omar Yacoub. C'est quelqu'un qui défend le CCIE. CCIE qui est l'antenne, vous savez, du collectif contre l'islamophobie en France qui avait été dissous après la mort de Samuel Paty. Et ce collectif CCIE, qui est un collectif islamiste, il relaye des publications où il dit qu'il y a de l'islamophobie dans les classes des professeurs. Donc, en fait, tout un narratif qui a conduit à la mort de Samuel Paty. On le voit, c'est exactement ce qu'on a ici. Il y a également défendu le fils de l'imam Iqwisen. C'est l'image qu'on a vue précédemment. L'imam Iqwisen qui était expulsé pour l'appel à la mort face aux juifs, face aux femmes, face aux hommes. Et également, c'est quelqu'un qui relaie, vous savez, ce collectif qui s'appelle Urgence Palestine en permanence et qui parle de chaque mort palestinien pour lui est un martyr. Donc ça, c'est le nouveau maire de Creil. On a parlé évidemment du voile de Creil avec Lionel Jospin, Julien Audoul. Quelques années plus tard, le maire de Creil relaye le fils de l'imam Iqwisen ou les héritiers du CCIF, donc des islamistes. Et cet homme est maire de Creil. Est-ce que cette Nouvelle-France vous fait peur et est-ce que vous pensez que tout le monde, dans l'esprit de la France Insoumise, a accès à la Nouvelle-France ou il y a des gens qui n'y ont pas accès ? Ah non, il y a un grand nombre de nos concitoyens qui sont exclus de facto de cette Nouvelle-France. Nos compatriotes de confession juive, bien évidemment. Tous ceux qui ne sont pas à l'extrême gauche, qui doivent être relégués, pourchassés, agressés, voire tués par des milices comme la Jeune Garde. Une grande partie des femmes qui doivent se plier aux nouvelles normes politico-religieuse et donc porter le voile islamique. Céline Saya révélait, mais Amine Elbaï le sait mieux que nous, qu'à Roubaix, les lois de la République ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que la loi de 2010 sur l'interdiction de la burqa ne s'applique pas à Roubaix. Voilà, comme dans bon nombre de quartiers qui ne sont pas des quartiers populaires. Et il faut démonter d'ailleurs cette appellation, cette novlangue de quartier populaire. Ce sont des quartiers d'immigration, des quartiers à majorité immigrée. Et pas de toutes les immigrations, parce que dans cette Nouvelle-France, il n'y a pas d'immigration européenne, il n'y a pas d'immigration portugaise, il n'y a pas d'immigration italienne, il n'y a même pas d'immigration asiatique qui ne les intéresse pas, parce que c'est une immigration assimilée, tranquille, qui ne revendique rien. Je dis ça, je me suis fait traiter de raciste. Je le redis, mais très clairement, on voit bien qu'il y a la tentation d'utiliser une immigration de culture d'origine arabo-musulmane pour s'en faire un vivier électoral, pour attiser les tensions et les haines. Et la Nouvelle-France, c'est la France des divisions, du communautarisme, des appels à la haine, de la stigmatisation et du racisme. Parce que cette France-là, en fait, elle trie les Français en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine. Elle classifie les bons Français et les mauvais Français. Imaginez un seul instant si vous aviez un autre responsable politique qui avait dit en meeting publiquement tout noir, tout moche. Imaginez si vous aviez un autre responsable politique qui voulait trier les Français en fonction de leur origine, de leur couleur de peau. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Et on voit que ça ne choque pas tout le petit milieu politico-médiatique qui considère que c'est normal. Et ça ne choque pas les responsables du PS qui font toujours alliance avec eux. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. La semaine dernière, quand vous avez dit ça avec Yohann Usaï, Eric, on a fait croire que vous critiquiez la couleur de peau du maire de Saint-Denis. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il se trouve que le maire de Saint-Denis a dit que la Nouvelle-France, c'était la France de l'immigration. Et Éric Tegner a dit comme vous, il y a des gens qui sont exclus et toutes les immigrations ne sont pas les bienvenues au sein de cette Nouvelle-France. C'est simplement décortiquer ce que dit LFI. France rabougrie, tout blanc, tout moche, tout ce qu'ils ont pu dire comme horreur sur la communauté juive depuis le 7 octobre 2023. Mais ça, si vous le dites ça, et on parle de François-Olivier Gisbert, qui est la dernière victime de cette cabale hier, vous êtes attaqué
bille en tête par LFI, alors que vous ne faites que décrypter un discours. Et on va passer un reportage dans un instant à Saint-Denis. Effectivement, les mœurs se changent, les coutumes changent. Les mêmes qui critiquent les processions de la Vierge le 15 août dans la ville de Robert Ménard à Béziers trouvent formidable qu'on puisse prier dans la rue ou sur les stades de foot pour l'Aïd. Personne n'est hors la loi, évidemment. Mais est-ce que c'est le lieu, un stade de foot, pour prier, ou la rue, etc. Et souvent, ceux qui acceptent cela sont choqués par les crèches dans les mairies et par les processions de la Vierge le 15 août. Éric. Non, mais vous avez parfaitement raison. Vous savez, vous disiez tout à l'heure que j'étais victime de ce type d'attaque raciste. Moi, je ne me considère pas comme victime de cela. Je me porte comme une légion d'honneur parce que ces gens, de toute façon, la France insoumise, dès que vous les critiquez, étant donné qu'ils sont dans un logiciel communiste, comme le dirait très bien Jules Torres, eh bien, il faut considérer que vous êtes devenu vous-même un fasciste. C'est ça le problème avec ces gens-là. Mais vous savez, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, d'autres ont vécu la même chose. Ils ont parlé de grand remplacement pendant des années. Alors tout de suite, forcément, c'était les méchants. On les envoyait devant la 17e chambre correctionnelle de Paris pour bien les faire condamner et ensuite les traiter de récidivistes. Mais quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui vient et qui vous explique ce concept de créolisation puis de Nouvelle-France, eh bien là, il a parfaitement de droit. La réalité, c'est que ça va être de pire en pire. On va le voir dans les images. Parce que maintenant, la France insoumise, ils vont regarder ce qui s'est passé. Ils vont voir que, par exemple, à Toulouse et dans certains quartiers, leur discours n'a pas fonctionné auprès des bobos. En revanche, il a fonctionné à plein tube dans ces différents quartiers, effectivement, qui sont surreprésentés en termes d'immigration. Ce sont des enclaves d'immigration dans ces endroits qui fait qu'eux-mêmes ont été élus pour cela et on l'a vu sur la revendication des drapeaux. Amine El Bailly, est-ce qu'on a raison de dire que tout le monde n'est pas le bienvenu au sein de cette nouvelle France selon LFI et que LFI, comme le disait Julien Audoul, trie les Français et sélectionne ceux qui ont le droit d'être au sein de cette nouvelle France et ceux qui n'y ont pas droit? D'abord, les premiers compatriotes exclus de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, ce sont nos compatriotes juifs, qui d'ailleurs depuis le 7 octobre ont fait l'objet de tous les anathèmes de la part de la France insoumise. Et moi je plains, je sais qu'hier un invité disait que je n'aimerais pas être juif à Roubaix sous David Guiraud. Moi je n'aimerais pas être juif déjà en France parce que je me sentirais déjà en danger et je me sens déjà en danger par les discours de la France insoumise. Mais surtout dans cette nouvelle France ne sont pas bienvenus la France blanche. Parce qu'il y a un racisme anti-blanc aujourd'hui qui s'est installé dans les quartiers populaires. Les blancs qui ne votent pas extrême gauche. Si vous votez extrême gauche, vous êtes le bienvenu. Ah, si vous votez extrême gauche, vous êtes les bienvenus. Mais et je me répéterai jamais assez sur ce point, mais j'ai écrit un chapitre entier dans mon livre pour expliquer que l'insulte de Salguer, de Gauri, qui veut dire en fait le blanc impur qui n'appartient pas à la communauté, donc à cette nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, doit être justement répudiée de cette nouvelle France. Et donc, aujourd'hui, moi j'ai peur de l'affrontement, parce qu'on arrive à l'affrontement. Ce que cherche Jean-Luc Mélenchon, c'est l'affrontement entre les Français eux-mêmes, en triant les Français selon leur origine, selon leur couleur de peau. Selon leur couleur de peau. Moi, c'est eux qui font un tri. Mais c'est eux qui le racisme est de leur côté. Leurs propos, le racisme, leurs actes. l'antisémitisme, et l'antisémitisme, ce n'est plus approuvé, et de leur côté, tout blanc, tout moche. Et Julien Audoul l'a dit à juste titre, si ça avait été une autre couleur de peau, et ça aurait été dégueulasse de dire un truc pareil, mais il y aurait eu un tollé médiatique. Là, ça passe crème. Et après, ils criminalisent ceux qui disent c'est scandaleux de trier les Français en fonction de leur origine, de leur confession. On va continuer à en parler dans un instant. On va vous parler de la Courneuve, de Vaux-en-Velin, de Saint-Denis, de Sarcelles et du Blanc-Mesnil avec différentes séquences. Et puis les alliances LFI, PS qui ont échoué, la défaite et le déshonneur, notamment à Tulle pour ce très proche de François Hollande. À tout de suite. De retour dans 100% Frontières, on fera un détour par Marseille qui a refusé l'alliance avec LFI et qui l'emporte Benoît Payan. Et puis donc on va continuer sur la Nouvelle-France avec un reportage notamment du côté de Saint-Denis et des séquences où vous allez voir la joie au Blanc-Mesnil et ce qu'on peut y voir et à Sarcelles également avec un drapeau algérien notamment. Donc voilà, tout ça n'est pas neutre comme ce qui s'est passé à Roubaix et les alliances qui ont échoué notamment du côté de Tulle. Mais pour l'heure, Somaya Labidi pour le journal. Le maire fraîchement élu de Paris, Emmanuel Grégoire, a dédié sa victoire à Lionel Jospin. L'ex-premier ministre socialiste mort hier à l'âge de 88 ans. Lionel a été une figure tutélaire pour plusieurs générations et a inlassablement ouvert la voie. Nous lui devons tant, a écrit sur X le nouvel édile de la capitale.
Après avoir perdu la mairie de Nice, Christian Estrosi a annoncé qu'il se retirait de la vie politique locale. Le mandat de maire de Nice était la clé de voûte de mon engagement politique. Après la transition républicaine, je n'exercerai pas mes mandats à la ville et à la métropole, a-t-il déclaré hier soir, ajoutant, je cite, « songer à d'autres défis ». Et puis au 24e jour de guerre contre l'Iran, on l'a appris il y a quelques minutes, Donald Trump dit reporter les frappes contre les centrales électriques iraniennes après de très bonnes discussions avec Téhéran. Le président américain lève donc l'ultimatum pour la réouverture du détroit d'Ormuz, ultimatum qui devait arriver à échéance ce soir. Merci beaucoup Somaya. On part tout de suite du côté de Marseille, retrouver Laure Para. Laure, Marseille est à l'image de ce qui a fonctionné à gauche, c'est-à-dire l'absence d'alliance avec la France Insoumise, puisque Sébastien Delogu s'est retiré de la liste, mais Benoît Payan avait refusé de fusionner avec lui, et donc il est réélu assez tranquillement maire de Marseille, Benoît Payan, après avoir refusé cette alliance avec LFI. Effectivement, il est réélu avec plus de 54% des voix. Un maire sortant qui avait, dès le premier soir du premier tour, annoncé qu'il ne ferait pas de tambouille politique et qu'il ne ferait pas d'alliance même technique avec le candidat LFI, Sébastien Delogu. Un maire aussi qui doit un peu sa victoire au maintien de Martine Vassal. Martine Vassal qui est dans le viseur de Franck Alizio. Il considère que sa défaite est liée à son maintien. Franck Alizio déclarait hier, s'il y a un naufrage, c'est celui de Martine Vassal et de Renaud Muselier. Ils ont trahi les électeurs de la droite sincère. Ils ont brisé l'espoir des Marseillais. C'est vrai, Gauthier, qu'une page se tourne à Marseille, car depuis l'ère Gaudin, c'est la première fois que la droite traditionnelle n'obtient pas de mairie de secteur et seulement 4 sièges au conseil municipal. Franck Alizio, lui, fort de ses victoires dans les 9-10 et les 11-12, obtient 34 sièges à ce conseil municipal. Et malgré le fait qu'il ait perdu, il était satisfait hier. Il disait, c'est un résultat sans précédent. Je serai le leader de l'opposition. Rien ne sera plus jamais comme avant. Merci beaucoup Laure Para en duplex de Marseille. On va revenir sur toutes ces alliances qui ont échoué et ceux qui n'ont pas fait alliance, comme Emmanuel Grégoire et Benoît Payan notamment, l'ont emporté. Mais je veux qu'on revienne donc sur ce concept de Nouvelle-France qu'on a commencé à détailler avec vous, avec Amine, avec Julien Audoul qui nous disait tout le monde n'est pas le bienvenu au sein de cette Nouvelle-France. C'est ce que vous nous disiez, messieurs. Et je suis sûr que vous allez être attaqués parce qu'il y a une volonté de faire taire ceux qui oseraient critiquer ce concept de Nouvelle-France avec des relais médiatique. Mais voyez donc la séquence à Saint-Denis. Expliquez-nous quand a été filmé ce qu'on va voir à Saint-Denis avec le maire élu au premier tour de la France Insoumise, Éric Tegner. Eh bien, c'était vendredi. C'était donc vendredi, le jour de l'Aïd. Donc, le jour de l'Aïd en France, on est habitué ces dernières années à voir des stades géants qui sont parfois soit prêtés, soit loués par les différentes mairies. Et on peut se retrouver avec des milliers de Français musulmans qui se retrouvent à prier là. Et en effet, on est allé couvrir évidemment sur l'ensemble de la France, 5 ou 6 points. On était à Saint-Denis. Il s'avère qu'on est tombé donc sur le nouveau maire de Saint-Denis qui, avant même de devenir véritablement maire, parce que son premier conseil municipal c'était le samedi, eh bien s'y est rendu vendredi pour voir cette communauté. Alors je dis en préambule, tout le monde a le droit de prier évidemment en France. La question c'est, il y a un changement de mœurs, il y a un changement de coutume. Et la deuxième question c'est, est-ce un lieu en extérieur dans les stades, sur les terrains de foot, pour prier, quand ceux qui trouvent ça formidable sont les premiers à s'indigner des crèches dans les mairies et des processions le 15 août. J'ai vu des portraits dans la presse de gauche de Robert Ménard le critiquant parce qu'il avait remis une procession le 15 août pour Marie. Donc il y a encore une fois la fameuse Ligue il a mis des crèches. La fameuse Ligue des droits de l'homme qui est contre les crèches dans les mairies, mais pour les abayas et les camis à l'école. Et le 2 poids 2 mesures, on voit Saint-Denis, on en parle ensuite, mais le 2 poids 2 mesures, il est omniprésent. Et quand ça ne devient pas un lieu de meeting politique, parce qu'on voit des cas, par exemple, c'est à Aubervilliers, où là, pour le coup, il y a véritablement un appel au vote de la part de l'imam. On peut se retrouver, on l'a vu avec Christian Estrosi vendredi, qui a essayé de se rendre pour aller justement chercher des voix le jour de l'Aïd. C'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. Du vote communautaire, évidemment, la recette de LFI. Séquence donc à Saint-Denis. هذا اليوم يوم كبير هذا يوم عيد يوم فرحة اللهم يا رب الإسلام والمسلمين وانصر عبادك بين أخيك بينك وبين عمك بينك وبين عمتك بينك وبين
On va garder les images à l'antenne, Amine El-Bailly. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas des changements de population, des changements de mœurs. Encore une fois, tout le monde a le droit de prier. La question, c'est est-ce qu'on prie en dehors d'un lieu de culte et est-ce qu'il y a des arrière-pensées électoralistes du maire de Saint-Denis qu'on voit sur ces images? Mais je vais peut-être même vous surprendre, mais moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'il y ait la prière dans un stade. Ça s'est déjà vu dans plusieurs communes, des maires de droite, de gauche qui le font. C'est déjà vu. C'est bien. C'est pas tant, et c'est pas contraire à la laïcité puisque le Conseil d'État l'a déjà admis, etc. C'est contraire aux valeurs françaises. La question, ce n'est pas tant le fait de se retrouver lors d'un moment religieux. À Roubaix, ça existe depuis 30 ans, ça existe dans d'autres communes depuis des années, par des maires de droite, par des maires de gauche. La question, c'est qui le fait en réalité. Et ceux qui dirigent ces prières, et c'est là où il faut aller au bout de la réflexion et au bout de la question. Ce sont souvent des représentants de mosquées qui s'affrontent politiquement. Et on a par exemple à Roubaix des mosquées qui ne se parlent plus. On avait un collectif interculturel des mosquées roubaisiennes qui était soudé jusqu'en 2010 et qui depuis a éclaté parce qu'il y a différentes obédiences. Il y a les frères musulmans qui veulent prendre le lead de ces grandes mosquées. Il y a les salafistes et puis il y a d'autres pays, la Turquie, le Maroc, la Tunisie. Bref, tout cela en réalité, toutes ces organisations-là sont le coup de guerre politique au sein de la communauté musulmane. Est-ce qu'il y a du racolage électoral là? Il y a, et deuxième élément, il y a effectivement du racolage électoral. Regardez par exemple comment Christian Estrosi s'est fait refouler devant le Palais des Sports. Et pas seulement, plein d'élus, Monsieur Grégoire qui avait pris la parole dans le 14e arrondissement, plein d'élus municipaux qui appellent les musulmans à voter pour eux à l'occasion de ces grandes processions. Est-ce que ça vous choque ces images? Oui, ça me choque. Et il y a une violation du principe et de l'esprit de la loi de 1905. Parce que la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, elle a un esprit qui, à l'époque, était la discrétion des religions dans l'espace public. Très important. Ça a été, en tout cas, voulu penser de cette manière-là à l'époque. C'est terminé. La discrétion, c'est terminé. Là, on a du prosélytisme, on a l'affirmation d'une appartenance communautaire et religieuse qui est contraire à l'esprit français. Et encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser nos compatriotes de confession musulmane qui ont tout à fait le droit d'avoir leur religion qui, je le rappelle, en droit français est une opinion et chacun a le droit d'avoir son opinion et ne peut pas être attaqué pour son opinion religieuse. Or, là, on a une manifestation prosélyte d'une affirmation communautaire et religieuse qui est instrumentalisée à des fins électorales, bien évidemment, et qui sert à quoi? Qui sert effectivement à certains élus. Sans stigmatiser personne, des changements de population. Saint-Denis était un bastion ouvrier. On voit que ça a changé. Bien sûr. Gauthier, les fillettes voilées. Vous avez des fillettes de 4 ans voilées. Oui, bien sûr. On impose à des fillettes. D'ailleurs, il n'y a aucune prescription qu'oblige une fillette de 4 ans de porter un voile. Dans les images, on voit plusieurs fillettes. Mais là, ça rejoint finalement les exclus aussi de cette nouvelle France. On a oublié une catégorie qui est très importante dans notre pays. C'est tous nos compatriotes d'origine immigrée, d'origine maghrébine, d'origine africaine, qui sont parfaitement assimilés. Eux, ils sont exclus par la Nouvelle-France. Ceux qui vivent à la française, ceux qui aiment notre pays, ceux qui respectent nos lois. Parce qu'ils sont encore plus attaqués par elle. Ah, mais parce que c'est les harkis. Parce que eux, c'est les harkis, c'est les traîtres. Et moi, je pense Amine, vous-même, vous êtes attaqué par la France Insoumise parce que vous luttez contre l'islam. Quand vous dites on ne veut pas ça dans nos communes, vous savez, vous allez dans les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, vous n'avez pas ça. Il n'y a pas de grands stades réquisitionnés. Ça existe en France, c'est devenu une normalité, mais ça n'existe pas. Et le problème, c'est que ces pays-là vous disent vous êtes trop généreux, vous êtes trop gentil, vous n'êtes pas assez ferme sur les valeurs. Et donc il y a un problème, il n'y a pas seulement un problème de laïcité, il y a un problème d'ordre public. L'islamisation de la société. Le sujet effectivement du voilement des fillettes, avec le sujet de certains imams qui ne viennent pas de France, qui ne parlent même pas français. Vous ne pouvez pas contrôler le discours, vous ne savez pas ce qu'il dit. Et puis le troisième élément, c'est que vous avez aussi un certain nombre d'islamistes qui profitent pour s'infiltrer là-dedans et pour aller détourner la vie de jeunes femmes totalement égarés, de jeunes qui partent aussi. Et c'est vrai, à travers le flux, vous avez des islamistes qui profitent pour embrigader des jeunes. On l'a vu avec le nombre de Français qui sont partis en Syrie. Ça a été le cas à titre personnel, puisque j'ai signalé moi-même la radicalisation de ma propre sœur à Roubaix. Et à l'époque, quand je disais aux services de renseignement et aux forces de l'ordre, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe là-dedans parce que vous avez des islamistes qui en profitent. On fermait les yeux, on disait
Non, les islamistes, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est aussi là-dedans. Votre témoignage est vraiment très précieux. Amine, il faut saluer votre courage parce que je sais que vous avez dû quitter Roubaix, vous avez passé 2 ans sous protection policière, vous êtes insulté dans la rue pas plus tard que la semaine dernière. Donc vraiment, merci d'être avec nous ce matin. Jules, vous voulez aussi parler de l'islamisation d'une partie de certaines villes de France comme Roubaix et Saint-Denis. Ah oui, moi dans ces images, j'y vois absolument pas une contestation de la laïcité. Ces gens-là ont le droit d'aller prier dans un espace commun. C'est pas une institution. On ne demande pas la neutralité comme dans un conseil municipal, on l'a vu à Châlons. On n'est pas du tout sur du séparatisme culturel. On est juste sur de l'islamisation. On n'est même pas sur de l'islamisme parce que moi, je pense que ces gens, je leur fais pas un procès d'intention. Non, mais il n'a pas du tout dit ça. C'est parce que je dis. C'était parfois infiltré par l'islam politique. Oui, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai aucune preuve de tout cela. Et donc, moi, le sujet que je vois dans ces images, c'est pas l'infiltration de l'islamisme politique. Je vois juste le sujet de l'islamisation de la société. C'est-à-dire que quand on a, accueilli un certain nombre de personnes qui sont de confession musulmane depuis des années, quand on a un essor absolument spectaculaire de l'islam, notamment chez les jeunes Français immigrés, notamment de confession, dont les parents sont de confession musulmane, faut pas s'étonner qu'on voit ce genre d'image parce que ces personnes, on les a accueillies, on leur a dit de toute manière vous venez comme vous êtes, de toute manière la France est un grand pays où on peut vivre sa religion comme on l'entend. Il faut pas ensuite s'étonner qu'on voit des images comme ça. Alors oui, ça peut nous décontenancer. C'est pas des images qu'on voyait il y a 30 ans, mais c'est pas des images qui sont illégales. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on pose quelque chose en face de cette islamisation de la société ou est-ce qu'on tolère? Et en l'occurrence, c'est pas avec la laïcité qu'on va tolérer, qu'on va contester ça. Vous l'avez dit, je suis sûr que pour une très grande majorité, ils sont nés en France et c'est sans doute leurs grands-parents qui ont été accueillis par la France. Éric Tegner. L'islamisation de la société française. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Jules Torres et je pense que l'immense problème qu'on a, c'est que nos responsables politiques nous mentent. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de nous dire que l'immigration va apporter cela. Si on a des téléspectateurs qui se pensent protégés dans un village, dans une campagne française, qu'ils ont un stade de foot juste à côté de chez eux, il faut leur dire la vérité. La vérité, c'est que d'ici une vingtaine d'années, étant donné la démographie, étant donné qu'aujourd'hui la natalité française est portée par ces familles qui sont des familles nombreuses d'origine immigrée et notamment musulmane, ça ce sont les statistiques, ce fameux stade de foot qu'ils ont à côté de chez eux, lorsqu'ils iront le vendredi, le jour de l'Aïd, il y aura des centaines et des milliers de musulmans qui y seront. Et ça, les Français, à un moment, ils ont le droit de choisir, de se dire est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre. Et dans les fameuses mesures à faire, parce qu'à chaque fois, moi je le vois, les responsables politiques disent ok Eric, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment, effectivement, ils sont Français, ils sont même électeurs. Et c'est ce qui intéresse d'ailleurs certains élus de la France insoumise. Eh bien, une des solutions, c'est d'interdire le port du voile dans l'espace public. C'est-à-dire que la meilleure façon de montrer et de prouver que la communauté musulmane est, comme toutes les études le disent aujourd'hui, majoritairement modérée. De prière aussi. Mais que les villes deviennent des villes qui peuvent s'apparenter à des villes étrangères. Parce que là, en l'occurrence, c'est pas des images qu'on voit dans l'aspect traditionnel français. Politique, mon cher Eric, n'a dans son et donc programme, ça va continuer. Dans son programme, l'interdiction du voile. Si Marine Le Pen, non. Ah si, Marine LePen, elle va interdire le voile dans la rue. Non, elle est revenue là-dessus. Non, elle n'est pas revenue là-dessus, non. On va peut-être le préciser. Moi, je je vous le précise, mais effectivement, il y a des priorités. Et la priorité des priorités, c'est de protéger l'environnement scolaire. Et c'est pour ça qu'on souhaite interdire le voile aux accompagnatrices et à toutes les activités périscolaires. Ensuite, il y a les bâtiments publics, évidemment, dont les conseils municipaux, qui sont attaqués par les élus et les filles aujourd'hui. Mais je tiens à préciser une chose, c'est pas forcément qu'une question de nombre. Évidemment qu'il y a la question du nombre. Et quand vous faites venir 500 000 personnes chaque année, principalement de culture arabo-musulmane, ça pèse. Mais c'est aussi sur les règles qu'on impose à l'entrée. On a accueilli par le passé des centaines de milliers d'étrangers, qu'ils soient polonais, qu'ils soient italiens et autres, qui n'avaient pas la même culture et la conception de la laïcité. Ça a été très dur avec les Polonais, dont je rappelle, pour eux, la catholicité, c'est la nationalité. Les règles ont été très claires, elles ont été imposées et les Polonais se sont assimilés. Et concernant le nombre, moi je prends l'exemple du département de Mayotte, où vous avez 95% de nos compatriotes qui sont de confession musulmane, qui adorent la France, qui sont des patriotes, qui votent Rassemblement National à 60%, qui veulent la protection des frontières, qui veulent la souveraineté française. Ça ne pose pas de problème qu'ils soient de confession musulmane. Là encore, c'est sur le respect des règles, c'est sur les principes qui sont établis, et c'est sur l'amour de la France qui est diffusé et qui est incarné. Alors je l'ai dit, il y a plusieurs villes donc qui ont été gagnées par la France Insoumise. Il y a la Courneuve avec Ali Diouara, il y a Vaux-en-Velin,
avec Vaux-en-Velin. Qui a remporté Vaux-en-Velin? Abdelkader Lamar. Et vous parliez justement de tri des Français. C'est un exemple extrêmement intéressant parce que Abdelkader Lamar, lui, il fait la distinction entre les harkis. Et lui, il dit que ce sont des traîtres. De toute façon, il dit que c'est un fils d'Algérien qui a été tué lors de la guerre d'Algérie. Et que pour lui, les harkis sont des traîtres. Et je ferai remarquer que c'était ce maire, aujourd'hui à Vaux-en-Velin, qui avait dit que Hanan Mansouri, qui est une députée UDR, était une caution pour la droite, parce qu'elle est d'origine marocaine, et que pour lui, justement, être d'origine marocaine et voter à droite, ce serait être une caution et ne pas justement adhérer aux valeurs de la France insoumise, de la nouvelle France. Ali Djouara a fait un tweet, donc là vous avez parlé de Vaux-en-Velin, on peut parler de la Courneuve, qui est députée LFI, qui est aussi de la frange radicale de la France insoumise. Voilà, maire, victoire à la Courneuve, et puis j'ai différentes séquences à vous montrer. Sarcelles, dont le maire, l'ancien maire François Pupponi vient souvent sur CNews, nous raconter qu'une grande partie de la communauté juive avait fui Sarcelles, et vous allez voir donc hier la victoire donc à Sarcelles avec notamment un drapeau algérien, victoire de l'extrême gauche à Sarcelles, là aussi une ville qui bascule, tout comme le Blanc-Ménil, où je vous propose de voir la séquence après la victoire de l'extrême gauche. Et on voit ce bras d'honneur donc de ce supporter du nouveau maire à Blanc-Ménil. Et c'est quand même l'ancien maire a dû être sorti sous escorte policière quand même. Ouais. C'est quand même intéressant de Julien Audoul de noter que le drapeau algérien à Roubaix, à Sarcelles, quand il y a une victoire de l'extrême gauche, il est aussitôt brandi. C'est curieux quand même. Systématiquement. De toute façon, c'est la victoire des communautés. C'est la victoire de ceux qui détestent la France, qui sont nés en France, qui ont été biberonnés à la haine de la France, comme quoi la France leur devrait quelque chose et qu'ils devraient se venger d'un État qui a été au chevet. Parce que tous ces gens-là ont profité de la politique de la ville. Ils ont profité des subventions. Ils ont profité des vacances organisées par les réseaux associatifs. Ils ont profité de l'argent public des Français. Ils ont profité des milliards et des milliards d'euros qui ont été payés par le contribuable français. Ce sont les enfants chéris de la République. Et la réponse, c'est effectivement une haine exacerbée. Et là, ils ont l'impression finalement de prendre leur revanche et de récupérer ce qui leur est dû. Je veux qu'on dise, avant de passer la main à Pierre de Villeneuve, un mot sur les alliances qui ont échoué entre le PS et la France insoumise. Ça a échoué à Toulouse, ça a échoué à Tulle, ça a échoué à Strasbourg, ça a échoué à Avignon, ça a échoué à Brest, ça a échoué à Clermont-Ferrand, ça a échoué à Poitiers. La défaite et le déshonneur, c'est le sujet de la rédaction de CNews. Sans faire alliance avec la France insoumise, le Parti socialiste s'est offert ses plus beaux succès. Emmanuel Grégoire a roulé sur ses adversaires à Paris. Lille et Marseille restent également dans le giron du PS. Notre devoir est de nous rassembler. Nous, les femmes et les hommes de progrès, les humanistes, et de refuser sans cesse les voix qui portent et qui poussent à la division. Certains candidats PS ont eux désobéi aux consignes nationales pour s'unir au parti de Jean-Luc Mélenchon, avec plus ou moins de réussite. Si Johanna Rolland a réussi son pari à Nantes, François Briançon a lui échoué à Toulouse. La fusion de sa liste avec celle de l'insoumis François Picmal n'a pas suffi à battre le maire sortant Jean-Luc Moudenc. Le mélenchonisme est un danger. LFI est un parti d'une nature particulière. C'est un poison mortel et dangereux. Et il y a, je pense, eu un réflexe de protection démocratique. Enfin, le suspense reste total à Lyon. Si l'écologiste Grégory Doucet, soutenu par LFI, a revendiqué la victoire, Jean-Michel Aulas a déposé un recours pour contester le résultat final. Alors, c'est quand même la grande défaite des alliances PS-LFI avec Taillard. Il y a évidemment des exceptions, on l'a vu dans le sujet, avec Nantes notamment, mais la grande défaite de ces alliances, et ceux qui ne se sont pas alliés ont plutôt triomphé. C'est une déculottée. Je vais prendre un cas dont peu de gens parlent aujourd'hui, c'est le cas de Brest. Alors, parce que je suis breton, évidemment, j'en parle. Mais vous savez, Brest, c'était socialiste depuis 37 ans. Depuis 37 ans, c'était socialiste. Et cette alliance de la France insoumise, elle a favorisé un candidat de droite, qui est un jeune candidat, qui a 37 ans, et qui du coup est devenu maire de Brest, qui a créé aussi une vague en Bretagne. Donc ça, c'est un cas typique du fait que, d'une certaine façon, cette alliance, elle a également boosté et elle a permis de l'alternance. Julien Audoul, grosse déconfiture pour l'alliance PS-LFI ? Ils ont la monnaie de leur pièce. Et effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon, qui cherchait
à asseoir son leadership sur la gauche et notamment sur le Parti socialiste, c'est une déculottée, effectivement, parce que le vote LFI est un vote repoussoir. Il y a eu des fronts républicains anti-LFI et toute la campagne de radicalité, de provocation raciste, antisémite de Jean-Luc Mélenchon, là pour le coup c'est retourné contre lui et a pu favoriser effectivement des maires de droite. Hélène. Ce qui est dingue en plus dans cette histoire, c'est la réaction des socialistes hier soir et ce matin. Enfin, je veux dire, c'est absolument lamentable quand on voit Jean-Christophe Cambadélis qui appelle à une nouvelle direction du Parti socialiste. Donc maintenant c'est complètement de la faute d'Olivier Faure. Hollande qui dit mais c'est l'échec de la méthode d'Olivier Faure. On a cité rapidement ce qui s'est passé à Tulle. Je veux dire, François Hollande a changé 3 fois d'avis, puis finalement le maire sortant, qui est un de ses très proches, a fini de toute façon par perdre parce qu'il a décidé de s'allier avec LFI, encore une fois, contre un LR, je veux dire, modéré, si on veut dire ça comme ça. Ensuite, on a Boris Vallaud, qui dirige le groupe PS à l'Assemblée nationale, qui dit ce matin qu'il faut être absolument clair sur le fait qu'il n'y aura plus jamais d'alliance avec LFI. Enfin, je veux dire, le PS, là, est en train de... Mais vraiment, je pense que le PS va payer très très cher ce qui vient de se passer. Et en plus, ils essayent de nous faire croire une autre histoire ce matin. Bien sûr. C'est la fin de l'édition spéciale de 100% Frontières qui a été consacrée donc au débrief des municipales. 100% politique ce soir à 21h avec vous, Éric Tegner, Jules Torres. Oui. On continuera donc à en parler. Et puis je rappelle le livre de Georges Fenech. Vous m'en donnez un par jour, Georges. Donc faites gaffe, il ne va plus vous rester de stock. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews. Elle me croit toujours juge à Hasbrook où vous faites des portraits de ceux qu'on peut croiser sur CNews. Les coulisses, effectivement, mais surtout pour rappeler l'importance de la liberté d'expression et d'une chaîne comme la nôtre. Bien sûr. Et donc, vous n'êtes plus juge à Hasbrook? Non. Vous êtes chroniqueur sur CNews? Absolument. Ça m'avait échappé. On se retrouve donc ce soir à 21h dans 100% politique. Et tout de suite, Pierre de Villeneuve pour Midi News. Très belle journée sur CNews.